Radio Rec. It's on air. Bonsoir et bienvenue dans Politiquement Incorrect. Au programme de ce soir, le gouvernement parviendra-t-il à faire passer la réforme El Khomri? Le projet de loi portant sur la négociation collective, le travail et l'emploi n'a pas encore passé l'étape de la présentation en Conseil des ministres, qu'il est déjà très controversé dans les médias et l'opinion publique. Alors est-ce une réforme de droite? Que penser de l'acharnement médiatique? Que contient exactement ce projet, qui sera finalement présenté qu'à la fin mars au lieu du 9 comme prévu initialement? Nous en parlerons dans quelques instants. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à donner votre avis et à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, que cela soit pendant le direct ou lorsque vous écoutez les podcasts. À l'issue de notre débat, nous nous demanderons: faut-il brûler Michel Onfray? C'est le titre provocateur d'un article de l'Express qu'analysera pour nous Marc. Enfin, nous reviendrons sur les Oscars et le palmarès de cette édition 2016. Qu'en pensent nos chroniqueurs? Vous saurez tout dans quelques instants. Politiquement Incorrect numéro 115, c'est parti. Politiquement Incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Politiquement Incorrect. Et avec nous ce soir Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir Nico. Bonsoir Nelson. Bonsoir Nico. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Bonsoir Alex. Bonsoir. Et bonsoir Vincent. Bonsoir. Alex et Vincent, merci d'être avec nous ce soir. Une première émission Politiquement Incorrecte pour vous. On va peut-être vous demander de vous présenter un petit peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On est fondateur de MKJ Productions, donc on vient de créer l'entreprise il y a 3 mois. Donc pour le moment, nous sommes des chômeurs créateurs d'entreprise. C'est un beau titre en tout cas. C'est ce qui est marqué sur votre carte de visite? Non, mais c'est notre statut en tout cas. Bon très bien, eh bien écoutez, avec nous ce soir on va pouvoir discuter des Oscars notamment, mais je sais que vous avez bossé aussi les quelques thèmes qui débuteront cette émission, et ça tombe bien puisque nous allons tout de suite débuter avec notre débat d'actualité, c'est On en recause. Et pour débuter, rappelons le contexte de la réforme du travail par Myriam El Khomri. Myriam El Khomri qui a été nommée ministre du Travail à la fin de l'été dernier pour succéder à François Rebsamen, retourné diriger la mairie de Dijon. À l'époque, il était inimaginable de cumuler un poste de maire avec celui de ministre. On rappelle qu'aujourd'hui, notre ministre chargé de la Défense, enjeu majeur du pays, est aussi président de la région Bretagne, comprenne qui pourra. Autre élément de contexte, le chômage est aujourd'hui assez élevé, peine à diminuer, et cela serait dû à un mode de fonctionnement trop rigide de notre marché du travail. En effet, par peur des paperasses et des coûts, les employeurs ne veulent pas recruter, et également par peur des difficultés afférentes au licenciement notamment. En somme, un constat, il faut faire évoluer le droit du travail, ce que c'est, semble-t-il, employé à faire le gouvernement, puisqu'en effet un projet de loi est en cours de rédaction et devait être présenté en Conseil des ministres le 9 mars. Cela a été repoussé, nous dit-on, pour laisser plus de place au dialogue avec les syndicats. Le fait est que l'opinion publique semblait prête à s'opposer à ce texte. Alors, nous allons le voir dans quelques instants. Pour s'opposer face à un texte, mieux vaut en connaître le contenu, mais ça c'est autre chose. Dernier élément d'actualité, la ministre en charge du dossier a été hospitalisée mardi matin pour un incident domestique selon différentes sources. Bref, on l'a bien compris, cette réforme crée un certain malaise. Alors déjà, sur le contexte, la loi est amenée à évoluer. C'est un projet que peuvent lire les médias, les citoyens. Il se trouve sur Internet et porte le nom de projet de loi sur la négociation collective, le travail et l'emploi, ou alors encore pour l'avenir de la négociation collective du travail et de l'emploi. C'est donc un document de travail, vous voyez, le titre n'est même pas figé, et le gouvernement, finalement, a-t-il bien fait de reculer sa lecture en Conseil des ministres, et donc son travail au Parlement, Marc? A-t-il bien fait? Oui, je pense déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses à... Quand on regarde un petit peu, qu'on feuillette le projet de loi en tant que tel, et c'est que ça reste un projet, donc il y aura forcément quelques modifications. Enfin, on ne parle pas de modifications, on parle en termes de loi de... Je ne me souviens plus du terme, mais ça... Les amendements. Les amendements, il y aura forcément des amendements. Ce qui me fait cependant assez peur, c'est que les amendements qui vont être décidés prendront en compte déjà ce qui a lieu de manière globale et en substance dans le texte, et ça ne changera pas grand-chose. Et on voit beaucoup sur Internet, bon je suis pas un grand adepte d'Internet et de tout ce qui s'ensuit à côté, mais on voit déjà des mouvements qui se créent. Alors
on sait bien la façon de la France, c'est de beaucoup parler, mais pas beaucoup d'agir, à part quand il y a des gros thèmes comme pour le mariage pour tous, où ça a rassemblé sans forcément avoir un impact. Et là, on voit en tout cas que ça commence à créer la révolte. Et je pense que c'est logique de reculer, mais si c'est pour reculer pour mieux sauter, je vois pas vraiment l'intérêt. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses à rajouter à cela, messieurs, sur cette réforme? Est-ce qu'on peut la voir d'un bon œil? On va peut-être rentrer directement et finalement, ce qui a ouvert le débat, c'est les médias, l'impact des médias, des réseaux sociaux. On le sait aujourd'hui, sur Facebook, il y a la volonté d'un certain nombre de personnes de créer des événements pour un rassemblement le 9 mars, finalement de faire grève sans l'avis même des syndicats ou sans attendre qu'ils le demandent. Il y a une guéguerre comme ça sur les réseaux sociaux avec des vrais faux sur cette réforme. Est-ce que c'est vrai que ça est prévu dedans ou est-ce que c'est pas vrai? Le Twitter gouvernemental lui-même s'y met en faisant des petites annonces. Et on sent bien une défiance de la part des internautes, Alex, qui se met en avant. Est-ce que c'est perceptible aujourd'hui? Enfin, Alors, comment est-ce qu'on perçoit ça? il faut savoir que sur Internet, de toute façon, on aura toujours les haters qui viendront taper sur un sujet, quel qu'il soit. Donc partant de ce principe, c'est normal qu'il y ait de la critique émanant d'Internet. Après, c'est une critique qui est logique, puisque de base, on en parlait au début. Cette remise en cause rapide d'un projet de loi fait que ça donne des armes aux gens qui veulent s'opposer par principe de pouvoir le faire. Donc on est dans une logique des choses. Il y a forcément une provocation presque par attente, par flemme, par phlegmatique de la législation. Donc c'est compliqué de critiquer les haters qui vont aller taper là-dessus. Par contre, il faut aussi remarquer l'emballement très rapide qu'il y a eu, en particulier sur les réseaux sociaux, à partir de certains articles du Monde, etc., où on est allé tout de suite crier à la remise en cause des 35 heures, qui est à chaque fois l'argument principal qui revient dès qu'on va toucher au travail. Donc tout ça se tient dans une certaine logique, au final. La critique a été assez logique, a été assez... et dans une réponse, oui, logique, c'est vraiment le mot. Il y a pas de scandale là-dedans. Nelson, tu souhaitais réagir? Ouais, c'est pas faux ce que tu dis, mais je crois qu'il y a un truc qui est plus fondamental que ça, enfin, qui est plus lié au fondement même d'Internet, ce qui fait que le fait qu'il y ait eu un tel engouement sur cette réforme, c'est que les gens ont déjà la possibilité de le faire beaucoup plus facilement qu'à une certaine époque. Donc là, je vous apprends rien. Le truc, c'est que là, ça a pris vraiment des proportions énormes parce que sur les réseaux sociaux, l'État a joué le jeu des réseaux sociaux. Du coup, il y a eu un dialogue qui s'est instauré avec les internautes qui ont pu critiquer. Ça, à mon avis, c'est ce qui a fait que ça a pris cette ampleur-là sur les réseaux sociaux. C'est le dialogue qui s'est instauré. Maintenant, en ce qui concerne la réforme, changer des choses, qu'on puisse changer des choses par rapport au marché du travail, je trouve ça, c'est bien qu'on puisse le faire. À chaque fois, on demande de changer des choses. Quand on essaie d'y toucher, on commence à râler. Du coup, il faudrait savoir ce qu'on veut. Changer des choses, c'est bien. Après, c'est peut-être pas les bonnes choses qu'on essaie de changer. Instaurer un dialogue entre les salariés et les patrons, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que le fond du problème, c'est réellement ça? Parce que ce qu'on veut faire passer avec cette réforme, c'est vraiment ça? Je pense pas. Marc? Moi, je trouve que cette réforme est très symptomatique de ce qu'on a pu voir. Enfin, j'avais que 3 ans à l'époque, mais ce qu'on a pu voir à l'époque du traité de Maastricht, où finalement, les Maastrichtiens ont défendu l'idée d'un traité européen en avançant ses idées principales, en disant vous aurez plus d'emplois, vous allez gagner plus, il y aura une Europe davantage sociale. Et qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien observé de tout ça. On nous a dit l'euro, ça sera formidable. Et donc, là, on a le retour en force des Maastrichtiens, et on voit très bien que cette Europe qui était au départ une Europe qui a qui a amené beaucoup de personnes à se révolter au terme de l'adoption du traité de Maastricht, se réveille parce que, contrairement à ce qui a été annoncé, on voit que ce n'est pas la défense d'une Europe sociale, mais davantage de libéralisme, davantage de libéralisme. Et aujourd'hui, si les entreprises, on en verra tout à l'heure les quelques points, si aujourd'hui on voit que les entreprises peuvent, selon accord, c'est ça qui est un petit peu bizarre comme thème, c'est selon accord avec l'employé ou le salarié, modifier des choses par rapport à la loi principale, c'est dangereux. Donc on voit que le libéralisme vient directement de Maastricht et c'est une logique purement libérale et européenne qui est en train de se mettre en place. La deuxième chose,
ce qui, à mon avis, explique que les gens se révoltent de plus en plus, c'est que au seuil des années 80 et même au seuil des années 90, qu'est-ce qui s'est passé sous la présidence de Mitterrand, alors qu'on aurait pu s'attendre à autre chose? Le PC, avant, était très puissant à la fin de la guerre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, était très puissant et est devenu de moins en moins puissant, surtout quand Mitterrand a plumé la volaille communiste. Le PC est descendu à 2%. La CGT a cessé d'être une CGT comme on avait pu le connaître par le passé, est devenu socialo-compatible et finalement est devenu de moins en moins critique envers ce qui a pu être annoncé au fil des temps depuis ces 30 dernières années. Et là, on voit très bien qu'on est encore dans cette logique-là. C'est, si vous voulez, une étape encore nécessaire dans les logiques de Maastricht, si vous voulez. Alors finalement, on sera amené à se demander, vis-à-vis donc de tout cet engouement sur Internet, est-ce que c'est pas un nouvel objectif de détruire une loi avant qu'elle soit étudiée, avant même qu'elle soit étudiée en séance par les parlementaires qui sont élus démocratiquement? On pourra en dire ce qu'on veut, mais voilà, Alex. Il y a un symptôme très moderne vis-à-vis de la destruction avant application ou avant. Par exemple, maintenant, on condamne quelqu'un avant le délit commis. On est en train de tomber dans ce qui peut se faire, par exemple, on en reviendra tout à l'heure peut-être sur les Oscars, mais Minority Report. Minority Report, où on va chercher les criminels avant même qu'ils aient commis un crime. Et ça, c'est justement parce qu'on a des outils comme Internet, parce qu'on a des outils comme les médias qui sont de plus en plus présents, qu'on remet en cause avant même d'avoir les faits concrets en main. Donc ça crée une divergence dans le jugement, et ça crée ce gladi-boulga qu'on a pu observer sur les réseaux sociaux récemment. Messieurs, vous semblez d'accord avec ce qui vient d'être dit, hein, Je suis d'accord, Nelson, je d'autant pense. plus que sur les réseaux sociaux, c'est facile d'observer un phénomène j'utilise un mot bizarre, mais genre le téléphone arabe, c'est-à-dire que prendre des articles repris d'articles repris de commentaires repris de trucs, c'est vrai que ça se déforme vite, Oui, à tel point que quand moi j'avais demandé c'était quoi cette réforme du travail, on m'expliquait oui, non, mais on veut plus nous compter nos heures supplémentaires, c'est dégueulasse. Visiblement, ça n'a rien à voir. Alors voilà, on va Vincent. Ouais, non, je voulais juste Ouais. rajouter que c'était finalement pas un phénomène nouveau. C'est-à-dire qu'on l'a vu il y a pas longtemps avec la réforme de l'orthographe. On nous a dit tout et n'importe quoi pour pas grand-chose. Donc au final, voilà, c'est vrai, ça prend vraiment des ampleurs sur des petites phrases, on sort tout de son contexte et ça donne n'importe quoi. Alors Nelson pour répondre, ensuite Marc. Non, mais c'est vrai que c'est assez symptomatique de ce qu'on disait tout à l'heure avec les réseaux sociaux, c'est qu'on est tous connectés très facilement, on a tous accès à la parole publique et on aime l'utiliser. Je prends un exemple tout bête sur le forum 15-18 de JVcom. C'est des gens qui ont accès, c'est des jeunes qui ont accès à la parole publique et ils la maltraitent comme pas permis. D'une certaine mesure, ce qui se passe sur les réseaux sociaux vis-à-vis des réformes et des lois, des applications politiques, tout ça, c'est ce symptôme-là. En voulant parfois se faire passer pour des choses faussement intelligentes. Ouais, je pense qu'il faut pas oublier de réfléchir. Évidemment, Même non, si mais on c'est a- que on a voilà. l'accès beaucoup plus simple, il faut même pas oublier. Après, oui, ça fait partie des choses. Il faut se référer à ce dont on veut parler. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde parle sur des sujets qu'ils ne connaissaient pas. Alors quand ça se passait dans un café, tout le monde n'avait pas lecture de cela, et maintenant tout le monde le voit et c'est repris en boucle et partagé sur tous les réseaux. Marc. Oui, à cette nuance peut-être que j'apporterais, contrairement à ce que disait Alex, moi je pars du principe qu'il vaut mieux, en règle générale, prévenir que guérir. Et je pense que c'est pas la majorité qui pense ça. Et justement, tu disais, il vaut mieux attendre pour voir, et voyons les effets, avec deux mots, les effets. Et je considère que là, il y a eu quelque chose qui est très logique, si vous voulez, parce qu'il y a des philosophes qui ont analysé ça depuis très longtemps, qui ont dit, quand on touche aux biens les plus précieux et les plus proches de la cité, c'était le travail, la famille, voire les façons de s'exprimer. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'orthographe, ça rentre dedans, le mariage pour tous, ça rentre dedans, et le travail, ça rentre dedans. Et je pense que si l'emballement est total, c'est parce que c'est des choses qui nous touchent vraiment directement. Il y a des grandes réformes où on dit finalement est-ce que ça aura des effets sur nous, on ne sait pas bien si on va nous mettre une banque centrale en plus ou si on va faire des réformes au niveau de la banque centrale ou du Parlement européen, on ne sent pas tout de suite le fait que ça puisse nous toucher. Que là, c'est des choses qui vont directement nous toucher dans la façon de faire, dans la façon de voir les choses, dans notre façon d'analyser notre société, et je pense que ça a un lien pour ça justement qu'on réagit peut-être trop vite. Ça, je suis d'accord avec toi, peut-être trop vite, mais ceci se comprend parce que ça nous touche vraiment de très près. Alors les grandes lignes de cette loi, puisqu'on en parle et que le débat sur les réseaux sociaux nous mène à en parler, rappelons un petit peu comment est structurée cette loi. Évidemment, on va pas vous en faire lecture des 100 pages, mais peut-être rappeler que chaque article finalement de la loi définit un cadre général, expliquant ce qu'il y a dans l'article et quel est le cas général qui s'applique. Une deuxième partie qui laisse la place et qui organise la
négociation collective en entreprise, c'est-à-dire entre les représentants des salariés et le patronat, les dirigeants de l'entreprise. Et enfin, une dernière partie qui présente le cas par défaut. Autrement dit, on a une règle. Par exemple, qu'on ne peut pas travailler plus d'un certain nombre d'heures dans la semaine. Ensuite, il y a un article qui définit comment est-ce que l'on peut négocier au sein de l'entreprise, comment faire évoluer les choses, est-ce qu'on peut descendre, monter, voilà, au sein de l'entreprise ou à défaut au sein de la branche. Et enfin, s'il n'y a rien de prévu au sein de l'entreprise et de la branche, si les négociations n'aboutissent pas, eh bien, il y a un cadre général qui, de manière générale, s'apparente au cas général actuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros bouleversement. S'il ne se passe rien au sein de l'entreprise, la loi reste grosso modo la même qu'aujourd'hui. Enfin, la loi restera la même, mais je veux dire, les règles resteront sensiblement les mêmes. Donc voilà, c'est cette nouveauté qui est introduite et qui fait peur, c'est la négociation au sein de l'entreprise, qui forcément va laisser plus de place au rôle normalement des représentants des employés. Ça peut être à double tranchant, soit c'est bon parce qu'on considère que c'est de la démocratie au sein de l'entreprise, que les représentants aient plus de poids finalement dans la négociation pour faire évoluer les choses, ou alors on peut considérer que c'est une faiblesse vu le positionnement des syndicats aujourd'hui et des représentants du personnel face au patronat, et les gens ont peur d'être débordés par tout cela. Faut signaler, puisque les réseaux sociaux ont souvent souligné les mauvais point de vue de cette loi, qu'il y a la naissance de nouveaux droits dans cette loi, avec le droit à la déconnexion qui est institué, hein, même si évidemment que ce droit existait, mais il n'était pas écrit noir sur blanc. Aujourd'hui, on pourra faire valoir le droit de se déconnecter de son travail lorsqu'on est en week-end, de ne pas être connecté via sa boîte mail, via son téléphone, ou via même le travail directement à la maison. Et enfin, à signaler que ce n'est pas la fin des 35 heures. La loi, le projet de loi tel qu'il a été écrit jusqu'à présent, il y a bien indiqué dedans que la durée du temps de travail, la durée légale du temps de travail est bien de 35 heures. Et ça, il n'y a pas d'article qui fixe un autre mode. Simplement, les articles peuvent permettre de modifier la majoration, la façon dont sont majorées les heures supplémentaires, mais jamais en dessous de 10%. Rappelons que c'est le taux minimal aujourd'hui qui est appliqué pour les premières heures supplémentaires. Il y a simplement des modifications ensuite quand vous faites 37, 38, 39, 40, jusqu'à 48 heures supplémentaires, mais que 10%, ce taux minimal qui existe aujourd'hui, restera le taux minimal qui ne pourra pas être au-dessous duquel même les négociations au sein des entreprises ne pourront pas descendre. Voilà, ce sont des ajustements, des modifications. Attention, tout n'est pas bon, hein. Il ne s'agit pas de la défendre corps et âme, mais de dire que finalement, la polémique qui est née voilà, par les médias, les réseaux, etc., est peut-être plus importante que le texte lui-même. Donc voilà. Doit-on avoir peur de cette loi finalement, d'après ce que vous en avez, d'après ce que j'ai pu en dire à l'instant et de ce que vous en avez vu de manière générale? Je ne vais pas peut-être demander, Nelson, est-ce qu'il faut avoir peur quand on est jeune de cette loi qui risque de nous faire travailler jusqu'à 50 heures, certains pensaient. Voilà. Enfin, je crois pas que ce soit le fond du problème. Le seul truc, c'est que c'est une loi qui en apparence a l'air quand même relativement inoffensive, mais j'ai quand même peur de l'application que va être donnée à cette loi. L'application de cette loi. C'est qu'on trouvera toujours un moyen, enfin les patrons trouveront toujours un moyen pour faire travailler plus et moins cher leurs employés. Ce qui existe déjà. Hein, Ce qui existe déjà. Donc, évidemment, ça existera toujours. Après qu'il y ait un dialogue plus important, je crois qu'il y a déjà un dialogue qui s'instaure. Il est peut-être pas si important que ça, mais comment veux-tu faire en sorte d'augmenter réellement moi, personnellement, je ne sais pas, c'est écrit dans le texte. Oui, non, mais c'est écrit dans le texte. Il y a quand même Vincent. Il y a quand même un nouveau principe qui apparaît, c'est la possibilité de le mettre en place un référendum. C'est quand même pas mal comme idée, parce que c'est-à-dire que quand le syndicat n'est pas content, n'est pas d'accord avec une décision, le patron peut décider de faire un référendum. Tout le monde peut dire oui ou non. C'est un genre de vote, mais ça s'apparente plus ou Non, moins mais en soi, droit de c'est bien, grève. c'est-à-dire que tu es représenté par un syndicat qui fait des décisions. Personnellement, moi, j'ai pas toujours trouvé ça bien quand j'étais dans l'éducation nationale. Et si on m'avait demandé mon avis à certains moments, j'aurais pas dit la même chose que mon syndicat, tu vois. Donc, il y a un nouveau dialogue qui s'ouvre quand même. Après, je dis que oui ou non.
Finalement, ils vont faire dans Mais- l'entreprise ce que tout le monde réclame dans la société actuelle, c'est-à-dire de pouvoir avoir le droit des fois à la parole. Et donc finalement, François Hollande a tenu sa promesse de faire des référendums pendant son quinquennat. Ouais, Il va mais l'instaurer. c'est pas encore. Non, c'est pas encore un problème, loin de là. Pas Alex. encore, ouais. Par rapport à cette histoire de référendum, ça ressemble un petit peu comme à un référendum pratique. C'est-à-dire que Hollande tient sa promesse, mais il la tient qu'à certains niveaux. C'est-à-dire qu'il ne sait plus quoi faire à Sivens. Il propose un référendum. Le référendum devient quelque chose d'utile. Le référendum, ce sera à Notre-Dame-les-Landes. Notre-Dame-les-Landes, pardon, excuse-moi. Sivens, il n'y en a pas eu. Le référendum devient une façon d'écarter la responsabilité d'un supérieur hiérarchique ou d'un gouvernement pour pouvoir laisser le bébé à ceux qui sont vraiment les premiers concernés et laisser se battre entre eux. C'est peut-être une façon, je dis pas que c'est le cas, mais c'est peut-être une façon de diviser aussi le peuple ou le salarié, enfin en tout cas les salariés. Cette utilisation du référendum à tout bout de champ, alors qu'en plus on est sur une loi qui se précipite un petit peu, qui arrive en fin de quinquennat. On nous parle tout de suite on nous parle très tôt du 49.3. Je pense qu'il faut plus avoir peur de la précipitation de cette mise en place de la loi et de ce débat plutôt que de la loi en elle-même. Sachant que si elle est précipitée, de toute façon, qu'elle ce soit de bonnes ou de mauvaises idées, qu'elle soit de gauche ou de droite, ce sera mal appliqué. Marc, voilà, est-ce qu'on doit avoir peur de cette loi, de laisser finalement au sein de l'entreprise le dialogue quand on sait que les patrons ont quand même une force de persuasion, que les syndicats ne sont pas toujours bien debout dans l'entreprise, ou alors qu'ils défendent parfois plus leur intérêt particulier que ceux des employés par lesquels ils ont été élus? Moi, Et moi, encore, je pense- rappelons qu'ils sont élus par très peu d'employés parce qu'il y a très peu de participation à ces élections. Moi, je pense qu'il faut en avoir peur. Alors, c'est pas dans la logique bête en disant attention, les patrons vous gouvernez. Non, je suis pas dans une logique anticapitaliste et tout ce que. Attention, non, j'essaie de rester un peu cohérent. Et moi, ce qui me fait un peu peur dans cette chose-là, c'est deux choses. La première, c'est la question des référendums. Moi, je veux bien, moi, je suis un pro-référendum et je pense que dans des grandes questions de société, comme on a pu voir très récemment, même sur l'orthographe, même sur les questions sociales comme le mariage pour tous et autres, je pense qu'il aurait fallu un référendum d'autant en voyant la révolte des gens et ceux qui étaient pour, évidemment. Hein. Je n'écarte pas cette idée-là. Donc moi, je suis pour. Le problème étant que la logique des référendums est basée sur quelque chose, c'est de l'individualisme. Or, en entreprise, l'individu seul n'a aucun poids. Et il n'existe que par ses syndicats. Il n'est représenté que par ses syndicats. Alors, comme disait Vincent justement, des fois, on suit la logique du syndicat pour être défendu un autre jour, pas forcément ce jour-là, parce que des fois, la ligne du parti ou plutôt du syndicat n'est pas la nôtre. Donc, je trouve que cette logique appliquée aux entreprises est très mauvaise et très dangereuse, parce que ça risque de finalement diviser les forces pour lutter contre un adversaire qui est coriace. Je veux dire, le patron n'a pas tous les droits, parce que justement, la loi est là pour limiter son autorité. Mais je trouve que là, il y a un principe complètement incohérent avec la logique de l'entreprise. Première chose. La deuxième chose, qui est selon moi assez étrange, c'est d'incorporer dans des entreprises une logique qui est davantage libérale. À savoir que je trouve qu'il était logique qu'une loi ne pouvait pas être discutée au niveau de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire qu'avant, je suis désolé, les référendums n'avaient pas le nom de référendum, mais dans le comité d'entreprise ou autre, vous aviez quand même un vote. À la fin des séances, vous avez des votes, oui, non, qui est pour, qui n'est pas pour, etc. Puis il y avait un dialogue qui s'engageait. Donc je trouve que c'est bizarre. Et la logique libérale est telle aujourd'hui, je trouve, dans cette réforme, en tout cas sur ce point précis, que le patron aura toujours beaucoup plus de force que ceux qui sont divisés. Et c'est là le grand problème, c'est-à-dire qu'on est dans des rapports de force qui deviennent de plus en plus incohérents. Et le patron a certes besoin d'une stabilité, c'est-à-dire qu'on ne faut pas imaginer que ça fasse peur parce que le patron va liquider des gens, parce qu'ils ne veulent pas bosser. Non, je suis pas. Évidemment, le patron, pour que son entreprise fonctionne, il a besoin d'une stabilité. S'il y a une grève toutes les 2 semaines, ça ne va pas aller pour lui. Donc il y a besoin d'une stabilité. Mais je trouve que dans la possibilité qu'ont les gens à pouvoir se réguler, sont des codes, c'est un peu affaibli. Notamment parce que ces questions, justement, où le patron pourrait avoir des conventions collectives, des fois les conventions collectives, pour une rupture de contrat ou pour des changements de salaire ou autre, les conventions collectives n'a de nom que le convention collective. C'est-à-dire que si vous refusez la convention collective, vous pouvez aller sur des procédures qui vont durer 2-3 ans. Alors des fois, les gens se disent, attendez, c'est-à-dire que je ne vais pas toucher mes indemnités en sortant tout de suite, je vais les toucher dans 3 ans. Ah bah d'accord, on va signer la convention collective. Donc c'est là moi, le point fondamental de cette réforme, c'est-à-dire le problème de rapport de force. Et je trouve qu'il est accentué aujourd'hui avec cette idée notamment de pseudo-référendum ou de discussion où la discussion entre salariés, employés et patronat est davantage accentuée, mais
pour le salarié minimisé. Voilà, rappelons qu'aujourd'hui, il y a le Code du travail, qui est le gros livre, la loi votée par les parlementaires, et que derrière, il y a des conventions collectives par branche, qui sont des accords déjà votés entre les représentants des syndicats de ces branches et les organisations patronales, et qu'elles adaptent la loi, dans ce que la loi leur permet d'adapter, évidemment, eh bien, les différents textes. Et que demain, si ce texte de la loi El Khomri passe, eh bien, ces accords se feront plus au sein même des entreprises, des établissements, que de manière générale pour une branche d'activité. Par exemple, voilà, les cafés, hôtels, restaurants, aujourd'hui, eh ben, demain, ça pourra se faire au sein même de votre entreprise, de négocier directement certaines modalités des heures, des majorations des heures supplémentaires, etc. Et finalement, si je comprends bien ce que tu dis, Marc, Je voulais parler de rupture conventionnelle, je me suis trompé oui, dans ma tête. oui, ça- j'ai bien t'avais compris que tu as parlé compris, plein de fois de excuse-moi, convention collective, Oui, c'est pour ça que je pardon. reprécise un petit peu le Oui, cadre. non, t'as Tu parlais bien de la fait. rupture conventionnelle Voilà, de contrat pardon. qui est signée Je suis entre mauvais. l'employeur et Voilà. le salarié, qui, elle, effectivement, évite le licenciement ou la démission. Le C'est ça. licenciement, généralement, sauf s'il est pour faute grave, le licenciement va coûter à l'employeur, alors que la démission, c'est tout simplement le salarié qui y part. Et donc, rappelons effectivement que moi, j'ai la sensation dans ce que tu dis que aujourd'hui, on est en train de mettre deux choses en place. On est en train d'alléger un petit peu les prud'hommes en disant ça va coûter moins cher aux employeurs de licencier, grosso modo. Et face à ça, on répond en disant oui, mais les employés seront mieux défendus parce qu'on va mettre la négociation, les référendums, etc. Non, j'ai dit justement non. Mais oui, non, mais carré, que voilà. tu contredis. Et Voilà. je irais peut-être dans ton sens en disant que les mesures ne sont peut-être pas du même poids. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on est en train de baisser au niveau des prud'hommes renforcera Voilà. certainement le poids de l'employeur dans la négociation lorsqu'il veut se séparer d'un salarié, ce qui arrive évidemment tous les jours. Et on ne fait pas forcément le poids face à un employeur qui veut se séparer de vous, parce que de toute façon, il va vous mener la vie dure. Et que, à part quelques métiers, c'est plus facile pour un employeur de vous mener la vie dure que vous, en tant que simple salarié, de lui mettre des épines dans le pied. Vincent, tu souhaitais dire quelques mots peut-être? Non, en fait, oui, c'est le plafonnement Ouais. des indemnités. Des indemnités prud'homales. Ok. Mm. Non, moi j'aimerais juste faire une petite distinction entre deux catégories de patrons quand même. Parce que pour moi, parce que ça s'applique à tout le monde, mais Je parlais des je grands pense qu'on groupes, là, parle, c'est vrai. voilà, Voilà. mais on a trop tendance à parler d'eux. Et du coup, on fait par exemple, je pense que ce genre de texte avec une facilité de licenciement, c'est quand même pas trop mal quand ça s'applique à des petites entreprises. Oui. Moi, je pense à la nôtre, par exemple, quand on devra employer un jour. Je l'espère qu'on y arrivera. Moi, j'ai envie d'avoir cette sécurité de me dire que prendre quelqu'un en CDI, ça va pas détruire ma boîte, quoi. Après, c'est vrai que pour les grosses entreprises, moi je pense qu'il faut faire Oui. il faut faire deux lois différentes, tu vois. Tu ne peux pas adapter la même chose. Le problème, c'est le problème des échelles, justement. T'as Bien raison de sûr. soulever. Et moi, C'est ça. à chaque fois, je suis pour justement des lois qui prennent en compte certains facteurs, et justement, on peut pas. C'est-à-dire que ça n'a jamais été fait en fait. Et je pense que ce serait trop compliqué parce que dans ce cas-là, il faudrait revoir la classification des PME et des grandes entreprises. Il faudrait revoir tout un tas de choses, même les très petites, enfin je sais pas comment ça s'appelle comme ça, Nico, les très petites entreprises. Les Enfin, TPE, oui. Oui, c'est ça, justement. Il faudrait revoir tout un tas de classifications et là, ça Mais prendra un bon problème. d'autant que ça se fait déjà. Par exemple, on paye pas nos impôts de la même manière. Enfin, il y a des échelons qui existent déjà en fonction du chiffre d'affaires. Là, ça concerne un individu. Quand ça Ouais, non, concerne un mais groupe, ça, c'est ça pourrait, complètement- ça pourrait correspondre. Mais par je suis exemple, d'accord avec toi. à un effectif, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Sachant que quand il y a un problème de responsabilisation, que ce soit au sein d'une société ou au sein de la politique, mince, j'ai perdu ce que je voulais dire. Classification. La pub. Voilà, pardon. Ah, Les échelles, le travail des échelles, quand la responsabilisation n'est pas possible, que ce soit sur le plan humain ou sur le plan structurel, l'échelonnement, le travail des paliers, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est ça qui va réguler, c'est ça qui régulera, au-delà de la responsabilisation. Si on peut pas faire avec la responsabilisation, il faut échelonner et réguler. C'est compliqué, mais bon, ça marche comme ça. Alors rappelons aussi peut-être que dans l'ensemble, quand on propose ce genre de loi qui s'apparente un petit peu à ce qu'on voit dans certains pays où on parle de flex-sécurité, c'est-à-dire où finalement il est facile de quitter un emploi, enfin d'être licencié ou de quitter spontanément un emploi, mais il est aussi facile d'en retrouver un. C'est un petit peu l'objectif recherché, c'est-à-dire que le marché du travail soit finalement plus modulable, Marc. Tu connais Oui, je connais, justement, ce et système C'est marrant parce que tu lis dans mes pensées, j'allais qui dire. mais souvent il est faut absolument adapté que je sur des parle. pays plus petits d'ailleurs. Oui, oui, c'est vrai. Mais la question est telle, c'est là encore une fois un problème de classification. Ouais. Si vous faites des typologies des métiers recherchés, je l'ai déjà dit 100 fois, je vais me répéter, ce ne sont pas tous les métiers qui sont recherchés. C'est pas parce que vous ouvrez et vous facilitez le passage d'un individu, enfin d'un salarié, d'un employé d'une entreprise à une autre, que ça va changer la fin de l'histoire. Ce qui compte, c'est de savoir si aujourd'hui on a plus besoin d'un tel ou d'un tel. Et or, aujourd'hui, les métiers qui sont
très demandés, ce ne sont pas les métiers les plus communs, parce qu'en ouvrant, en ouvrant les portes des universités, des grandes écoles, en disant faites des études, faites des études, faites des études, on a beaucoup de très hauts qualifiés. Et aujourd'hui, il suffit juste de chercher de l'emploi, d'aller sur des sites où on demande, il y a des offres d'emploi, et vous voyez quoi? Vous voyez comptable, ouvrier, manœuvre, vous voyez que ça, finalement, des métiers manuels ou des métiers secondaires, mais qui n'ont que de nom que le secondaire. Donc c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on facilite d'un individu vers un autre, vers un autre emploi, je veux bien. Mais quel est l'intérêt pour des métiers dont aujourd'hui la demande n'est pas énorme? Et le besoin n'est pas énorme parce qu'il y a tellement de personnes que ça sert à rien de réguler. Il faudrait juste ouvrir de nouvelles entreprises pour absorber tout ce flux qu'on a créé depuis l'ouverture des universités depuis les années 80. Et pas que les universités, mais en grande échelle, ça reste ça. Et la question est de savoir si aujourd'hui, comment on appelle ça, le statut d'auto-entrepreneur est bénéfique ou non. Et je pose cette question en disant qu'aujourd'hui, beaucoup de manœuvres, je dis manœuvres dans le sens large, je veux dire, ceux qui ont un travail manuel, font beaucoup de création d'entreprises en se déclarant auto-entrepreneur. Or, il y a beaucoup de demandes dans ces métiers-là parce que personne ne fait ça aujourd'hui. Et tout le monde est dans les métiers secondaires ou tertiaires. Et c'est là où c'est tragique. Alors, non, rapidement, Nelson et puis après Vincent. Pour Marc, j'ai pas réfléchi à cette idée de valoriser les métiers de manœuvre. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose assez récemment, c'est qu'on commence légèrement à valoriser des métiers qui sont plus manuels, si tu veux. C'est à la télévision, avec des émissions comme Top Chef ou d'autres trucs. Pendant un moment, c'était le meilleur ouvrier de trucs, le meilleur machin, le meilleur bidule. On commence très légèrement à essayer de valoriser ces métiers-là. Et je vois avec des séries comme Cooked, dont on a parlé la semaine dernière, c'est vrai que c'est un truc qui commence. Donc, à mon avis, ça se met très lentement en marche. Je pense que les instances ont compris qu'il y avait quand même quelque chose à tirer là-dedans. C'est encore minoritaire, extrêmement minoritaire, mais il y a une forme de valorisation qui est mise là-dedans. Moi, je trouve que ça fausse le truc parce que c'est pas ce qui se passe vraiment. Non, Quand tu vois Masterchef ou Top Chef, tu vois évidemment. les mecs qui s'éclatent en train de faire de la cuisine où ils sont fatigués au bout de 2 heures et puis ils sont notés. C'est pas comme ça. Évidemment, le vrai bien boulot, sûr. tu vois, c'est ça Bien qui m'énerve. sûr. Non, je suis d'accord. Mais c'est des métiers qui sont quand même malgré tout valorisés. Et ça donne envie. Après, il y a aussi des trucs sur le service militaire, mais ça, je ne prononcerai pas. Parce que, Ça, bon, c'est terrible. Ça. oh, mais C'est enfin, faut terrible. combattre Daesh, quoi, les enfants. Mais soyez patriotes, merde. Non, mais là, les plus patriotes d'entre nous, quand ils regardent Garde à vous, je pense qu'ils crèvent 2 fois, hein, même ceux qui sont déjà crevés, ils meurent 3 fois. Ouais, c'est pas possible. Tu vois, c'est toute la romance qu'il y a derrière tout Non, mais ça. par contre, ce C'est qui comme m'a- Top Chef, si tu veux. Tu vois que faut arrêter. Le métier de cuisinier, c'est un métier ingrat dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est bosser, des horaires à la con, hein, enfin les horaires très très Bah, compliqués. où les autres sont en Mais loisir. tu vois, à la limite, la cuisine, c'est en train aujourd'hui, et je trouve que c'est depuis un certain moment, c'est quelque chose devenu d'élitiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je prends 10 fois plus d'intérêt à manger un bon plat qui ne ressemble à rien, mais qui est très bon, que d'essayer d'anoblir des plats en disant, regardez, la présentation est bien, etc. Je trouve qu'on va trop loin. Mais en tout cas, ce que je remarque, c'est qu'on ne voit pas absolument le meilleur ouvrier, le machin comme ça. On voit pas tout ça. Oui, Pardon. Attends, La excuse-moi. plupart des valorisations ne se font pas pour valoriser les métiers, mais pour exploiter la veine, pour exploiter le ressenti qu'elles vont provoquer chez les téléspectateurs ou chez les spectateurs d'un livre ou d'une chronique. Elle est pas là pour valoriser. Je pense sincèrement qu'elle est pas là pour valoriser, sachant que tout ce débat sur la cuisine vient de différentes émissions qui d'abord ont été des petits formats courts, ensuite ont été exploités sur format long, qui au final se retrouvent avec des formats longs sur toutes les chaînes. Et on voit que dès qu'ils essayent de diversifier un petit peu plus, de rentrer dans le détail avec la pâtisserie, etc., ça se casse la gueule. Donc, Et des formats qui viennent à l'origine certainement de l'étranger et notamment des États-Unis, donc peut-être pas extrapoler sur la France, même si elle les met en place, hein, mais c'est pas la même culture non plus. Les formats, s'ils viennent des États-Unis, c'est pas la même culture. Pas totalement d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, il y a de ça, il y a de l'entertainment, évidemment, parce que c'est quand même le fer de lance. Mais c'est vrai que ça agit, tu vois, quand même. C'est quand tu regardes les chiffres, maintenant, les écoles hôtelières, il y a de plus en plus de monde qui s'inscrivent, justement. Est-ce que c'est lié à ça ? Peut-être que je me trompe, mais Alors- il y a quand même une forme c'est des métiers qui sont plus valorisés qu'avant, tu peux pas dire le contraire. Si je prends un exemple comme Top Chef, a commencé sans voix off, ou alors avec une voix off très discrète par le présentateur, et a évolué au fur et à mesure pour virer à quelque chose qui est plus proche de la télé-réalité ou de la téléfiction. narration. Voilà, où on a plus une narration et un investissement de la part des grands chefs vis-à-vis des petits commis.
on n'est pas forcément, on est en train de perdre justement ce côté défense d'une valeur, défense de la culture de la cuisine, de la gastronomie. On est en train justement de faire virer les émissions dans un pur divertissement sans forcément un fond utile pour défendre et valoriser l'activité des gens concernés. Non, Alors, oui, je réponds rapidement. très très rapidement, parce que ça fait 5 minutes qu'on parle des émissions de cuisine. Non, mais c'est vrai que ça a dérivé. Après, j'ai pas regardé les dernières éditions, j'ai regardé Ça se regarde deux- pas, ça se regarde pas. J'ai regardé les 2-3 premières parce que ça m'intéressait, que j'aime bien la bouffe. Mais surtout, je pensais à ça vis-à-vis de Cooked, dont on a parlé la semaine dernière. C'est quand même quelque chose qui te donne envie de faire quelque chose, de Écoute, c'est intelligent. Écoute, c'est vraiment intelligent. Mais les premiers, moi, ça m'a filé envie de cuisiner quand même. Hein. Le premier Top Chef, j'ai trouvé ça très cool. Pour en revenir à ce qu'on disait, Excuse-moi. Vincent voulait intervenir juste. Voilà. Tu ne sais même plus sur quoi. Excuse-nous Bon. pour cette dérive. Cette parole. Alors Parole. justement, tu auras l'occasion, Vincent, si ça te revient, d'en reparler. Revenons peut-être un petit peu sur le côté politique de cette loi, la politique politicienne. On est là face à une loi qui est taxée finalement d'être de droite. Valls, Macron, qui sont des gens... Alors, ça me permet peut-être de faire une petite aparté. Je rappelle que François Hollande n'a jamais été d'extrême gauche, hein, et que les gens qui sont surpris qu'il ne mène pas une politique très à gauche Mais il se présente sous ne le terme de soit plus. socialiste, Ne le soit plus. Ben, socialiste, tu connais l'étendue du socialiste. François Hollande est plus un strauss-cahnien qu'un Bah, c'est pas comme ça qu'il s'est présenté. Rappelle-toi, mon ennemi c'est la finance. Bon, on sentait le Non, truc mais ça, arriver, ce sont des on discours. sentait Mais qu'on allait il plus pouvoir suffisait s'asseoir de lire pendant sa 5 ans. fiche Wikipédia Mais quand même. avant les élections. Il suffisait de lire sa fiche Wikipédia avant les élections pour se rendre compte que François Hollande était bien un social-libéral, il n'y a pas de doute là-dessus, et qu'on peut être... Enfin, voilà. Donc, bref, et qu'il n'y a rien de surprenant de le voir mettre Valls Premier ministre. Enfin, c'est Alors, rien une de parenthèse. surprenant, mais tout le Bon. monde s'offense de ça. Alors, Oui, dans ce cas-là, il y a quelque chose c'est de ce que je dis, surprenant. c'est ce que je critique dans mon propos. Valls-Macron, par exemple, qui sont plus à droite, à la droite de la gauche qu'à la gauche de la gauche. Est-ce qu'on est... On peut dire à droite de la droite. Hein. Ouais. Non, il À est la quand même gauche pas à la droite de la droite. À la gauche de la droite, au centre gauche, centre droit. Non, mais non, t'inquiète pas. Bref, on a là deux camps que l'on voit depuis plusieurs semaines maintenant. D'un côté, je dirais la gauche gouvernementale, et de l'autre, les Tu t'es pas foulé quand frondeurs. même. hein. Pardon ? Tu t'es pas foulé. Hein. Ah oui, et de l'autre, les frondeurs, qui se sont trouvés ces derniers jours finalement une nouvelle s'il y avait besoin qu'elle soit nouvelle, mais une nouvelle égérie, Martine Aubry, qui est contre le texte. Faut se rappeler quand même que Martine Aubry, c'est elle qui était à l'époque à l'origine des 35 heures. Alors là, est-ce qu'il faut abolir ces fameuses 35 heures ? Elle ne souhaite pas participer à la campagne présidentielle. Elle Oui, ne mais- souhaite pas participer. Alors voilà, cette loi peut-elle être votée ? Quelles peuvent être les conséquences, notamment pour le gouvernement ? Ce nouveau gouvernement élargi avec les écologistes qui prennent leur part de responsabilité dans le bilan qui sera le leur à la fin du quinquennat, Marc. Alors déjà, sur la question des écolos. Parce que tu as terminé là-dessus, il faut que je rebondisse absolument là-dessus. Les écolos ont cette faculté de pouvoir s'immiscer un peu partout en disant le contraire hier et en faisant l'inverse aujourd'hui. Donc ça, c'est la première caractéristique des écolos. C'est-à-dire que ils ont des grands débats idéologiques, mais dans la pratique, ils sont pas très idéologues. Donc on voit très bien, d'ailleurs, ça a été tweeté plusieurs fois sur les réseaux sociaux et même dans certains bouquins sérieux. On voit très bien, on critique le gouvernement de gauche. Comment s'appelle une des principales représentantes, celle qui a les cheveux longs bruns un peu- Emmanuel Cos. Voilà. Elle disait oui, j'aurais honte de faire partie de ce gouvernement, puis on la voit très bien là devant le Mais elle le gouvernement. disait très presque une fière. fois qu'elle était dedans, d'ailleurs, qu'elle avait honte d'en faire partie. Oui, non, mais bon, bon. ça c'est trop facile. Oui, voilà, non, mais c'est trop facile. Donc là, le problème des écolos, pour moi, c'est celui-ci déjà. Ils savent très bien qu'en entrant dans un gouvernement qui est dit social-libéral, ils ne pourront pas faire partie à part entière de ce gouvernement-là. Ça ne servira absolument à rien. Et on voit très C'est quand bien. même fou qu'on ait remplacé Christiane Taubira presque par ces gens-là qui, de toute façon, sont rentrés au gouvernement sans être d'accord avec le gouvernement. C'est quand même assez marrant. Oui, non, mais c'est pour. Moi, je pense que les élections arrivent et que du coup. Ça, c'est une très bonne analyse. Non mais, alors je sais pas si tu te fous de ma gueule ou pas, mais peut-être. Oui, clairement. Non mais bon voilà, non, mais, bon alors on le sait tous, les élections arrivent, il a besoin de faire semblant que c'est l'ouverture, puis bon ça servira à rien, de toute façon les écolos ne seront jamais élus. Mais sur cette, alors j'ai oublié ta question bien évidemment. Ma question était Valls-Macron. cette loi peut-elle être votée et quelles peuvent être les conséquences? C'était la question générale, et effectivement j'avais parlé de Valls et Macron. Bah, il est évident que si cette loi passe, ce qui va être le cas, même avec quelques amendements, il est évident que là,
si on avait encore des doutes sur le fait que Hollande ou la gauche puisse être élu en 2017, ça ne sera pas le cas. Ça c'est sûr. Pour moi, Mais pourquoi? Puisque c'est bien finalement, évident. dans Non, le paysage actuel, on a face à Tu eux as- Martine Le Pen. Marine Le Pen. Oh là Oh, là. elle était belle celle-là. On a face à eux. Voilà, dans le J'ai vraiment des problèmes avec les prénoms. On a Marine Le Pen et on a Nicolas Sarkozy, Très enfin comme Sarkozy ou un autre d'ailleurs Mais des Républicains. Enfin, excuse-moi, mais Tu aujourd'hui, connais- cette loi qui est prônée par nos amis du gouvernement est une loi qu'auraient pu faire les Républicains, et donc forcément, je vois pas pourquoi. Enfin, aujourd'hui, quelqu'un de gauche peut-il aller vers le Front National qui n'est quand même pas de gauche, et vers les Républicains qui auraient fait de toute façon la même chose que le Parti Socialiste? Je pense qu'il y a déjà une partie sociale dans le Front. Enfin, je rentrerai pas dans le débat, mais je pense qu'il y a une partie vraiment sociale dans le Front National. Mais ça, bon, ça reste un autre débat. De toute façon, depuis 86, depuis les élections législatives, il y a quelque chose qui a été décidé, c'est de jamais faire d'alliance avec le Front National, c'est-à-dire que ce soit la droite ou la gauche. Donc déjà, il n'y aura pas d'alliance, ça c'est évident. La deuxième chose, c'est que justement, tu disais, qui peut prendre le relais? Est-ce que c'est vraiment un drame? Parce que finalement, il y a Sarkozy qui se présente, mais regarde le fonctionnement de la Ve République. Comment ça s'est passé? C'est toujours la droite ou la gauche, sans alternance autre que cette droite et la gauche. Donc de toute façon, ça sera peut-être la droite, ça sera peut-être la gauche, moi j'y crois pas du tout, mais ça sera sûrement la droite qui sera réélue. Mais ça marche comme ça, le fonctionnement de la Ve République, jusqu'au jour où les gens, et je pense que c'est de plus en plus vrai aujourd'hui, où le jour où les gens vont se révolter, vraiment, mais je parle pas comme un idéologue à la Mélenchon, je dis vraiment ça clairement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les intentions du peuple ne sont pas traité. C'est-à-dire qu'on voit le traité de Lisbonne en 2005, on dit non, on change 3 virgules, en 2007 on l'accepte. Maastricht, on avait quelques réticences, finalement ça a été voté oui. Donc on voit que finalement le peuple n'est pas très respecté là-dedans et il va y avoir seulement une alternance un peu molle dans le cas de gauche, droite, jusqu'au moment où ça pètera. Il faudra réformer les institutions de la Ve République et les représentants surtout de la Ve République. On l'a eu, l'alternance molle, puisque tout le monde traitait François Hollande de président mou au début de son quinquennat. Laisse la vanne. Vincent, oui. On a un nouveau principe qui est en train d'arriver dans le vote politique où on est en train de voter pour voter contre. C'est-à-dire que il y a on parlait tout à l'heure des gens de gauche qui pourraient être amenés à voter Marine Le Pen. Il y en a de plus en plus qui vont voter Marine Le Pen en punition de la politique actuelle et du bipartisme actuel. Donc il y a une dénaturation du vote à l'heure actuelle. Donc même le fait de simplement aller voter Marine Le Pen quand on est à gauche n'a plus vraiment de sens concret. On ne va pas aller chercher à défendre une idée anti-européenne par exemple, ce qui pourrait être le cas de gens proches de Mélenchon par exemple. On va vraiment le faire par sanction. Le vote a plus une portée symbolique maintenant qu'une vraie portée concrète. Et c'est un des petits problèmes qui font que les élections perdent de plus en plus d'intérêt. On perd vraiment de l'intérêt. Au-delà de ça, on a en plus le fait qu'on ne connaît pas les scores du vote blanc, qu'on ne fait pas assez attention au taux d'abstention. Même s'il est mis en avant, il n'est pas assez respecté. On ne se rend pas assez compte du manque de motivation que les gens ont à aller voter et du fait que la politique est en train de se perdre parce que le vote est en train de se perdre. Je voulais faire un trait d'humour. Tu me laisses ma séquence humour? Non, Vas-y. j'allais dire finalement, est-ce que la pire sanction pour François Hollande, ce serait pas qu'on vote pour lui et qu'il soit encore plus bas dans les sondages pendant 5 ans? À 1%, ça peut être pas mal, hein. Ça serait une performance à traiter. Je pense, plus sérieusement que ta vanne, Ah bon? je pense que ce phénomène a été certes accentué, mais il a toujours existé depuis le départ de De Gaulle. Parce que De Gaulle avait... alors je ne défends pas De Gaulle, attention. Hein, mais De Gaulle avait, si vous voulez, elle avait l'image de l'homme providentiel à l'époque, et du coup les gens, jusqu'en 58, oui, 58, je dis pas de bêtises, ont voté pour lui. Mais il faut se souvenir, j'étais pas né, mais j'ai lu. Quand en 81, Giscard se représente, qui a-t-il contre lui? Mitterrand, d'accord, certes. Mais qu'est-ce qui s'est passé du côté de Charles Pasqua et de Jacques Chirac, qui à l'époque étaient contre lui? On tout fait pour que Giscard ne soit pas élu et on lançait des tracts de la part d'un ancien gaullistes qui disait oui, les gaullistes ne votaient absolument pas pour Giscard, il a bafoué le gaullisme, il a fait ceci, il a fait cela. Jacques Chirac a rembrayé derrière en disant faut pas voter Mitterrand. Donc c'est aussi, il y a eu une direction du vote en disant on veut pas voter pour pour Giscard, donc votons pour Mitterrand. Et ça s'est passé de la même façon avec Hollande en disant Mélenchon disait au second tour on va pas voter pour Sarkozy. Donc il ne donne pas consigne de vote, mais il dit on va pas voter pour Sarkozy, donc vous comprenez qu'il va falloir voter pour Hollande. Donc je pense que ça a toujours existé, ces manœuvres, et ces manœuvres ne sont pas que du simple fait des votants,
dire nous, on est manipulés du début jusqu'à la fin. C'est aussi le jeu de ces officines politiques qui, depuis le début, en fait, font tout pour nous faire aller pencher d'un côté ou de l'autre. Et ça, à mon avis, ça date au moins il y a 40 ans, déjà, ça existait facilement. Sachant qu'on a un exemple très simple à ce niveau-là, c'est-à-dire que si Jean-Marie Le Pen, par exemple, a pu passer à la télévision pour la première fois sur le service public, c'est à la demande de François Mitterrand. Donc, et c'était pour diviser la droite, c'était pour ramener une parole de droite un peu plus extrême et pour pouvoir diviser la droite. Donc ça s'est déjà vérifié. Pour pouvoir se faire réélire, justement, c'est vrai, il a eu besoin d'instrumentaliser le Front National, justement, pour diviser la droite et pour être réélu. Alors c'est du bon machiavélisme comme il faut, mais ça a toujours existé. Ce n'est pas la droite en elle-même qui propulse le Front National depuis des années et qui veut que le Front National soit présent médiatiquement, c'est bien la gauche, c'est vrai que c'est un fait qui est alors pas connu du grand public, mais qui est assez reconnu. C'est depuis 86, depuis les législatives, justement, où il y a les députés FN qui arrivent au pouvoir, hein, c'est 34 ou 36, je sais plus. Vincent ? Non, rien. Ah oui. Alors tiens, justement, cette loi finalement, donc elle va être votée, tout le monde en est à peu près d'accord, sauf s'il y a une grosse manifestation qui pointe le bout de son nez, alors. Enfin, vous n'en êtes pas l'organisateur. Je n'y serai pas. Non, je pense que les manifs ont fait leur temps, peut-être. Il faut peut-être trouver autre chose. Alors, je sais pas quoi. D'ailleurs, si ça se trouve, aujourd'hui, la mobilisation sur Internet suffit à faire trembler le gouvernement. Ouais. Même pas besoin de descendre dans la rue. Le hashtag, arme secrète. Ah ouais, on pourrait tous manifester sur Twitter. Alors, justement, un des derniers éléments qu'on pourrait... le futur de l'enfer. Dernier élément qu'on pourrait aborder, c'est... Il y a eu quelque chose qui est ressorti sur les réseaux sociaux, c'est cette fameuse image Myriam El Khomri, où on voit Myriam El Khomri, où en gros les gens disent, voilà, quelqu'un qui nous sort une loi sur le travail, mais qui n'a jamais travaillé de sa vie. Alors je voudrais qu'on s'arrête 2 petites secondes là-dessus. Je crois que Marc est très en colère, il a pas du tout aimé. On déconne. Non, j'explique pour ceux qui ne font qu'écouter l'émission que Marc est sorti s'aérer 2 secondes du studio, mais vous inquiétez pas, il va revenir par la fenêtre, il va sauter par la fenêtre, mais on est au rez-de-chaussée, donc il n'y a pas de souci. Non mais le préciser, parce que sinon on aurait... ce serait con. Marc, reviens. Oui, il y a eu cette image de Myriam El Khomri où on dit en gros qu'elle a jamais travaillé de sa vie. Je voulais juste peut-être souligner quand même que certes, Myriam El Khomri n'a jamais peut-être été salariée, comme beaucoup d'hommes politiques finalement n'ont jamais connu le travail salarié et se permettent de sortir des lois ou aujourd'hui touchent des salaires énormes et disent qu'il faudrait réduire les salaires. Enfin voilà, il y a beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques qui aujourd'hui font parfois le contraire de ce qu'ils font eux-mêmes. Disent parfois, le contraire de ce qu'ils font eux-mêmes. Marc est de retour dans le studio, c'est parfait. Et voilà, Myriam El Khomri, quand on dit qu'elle a jamais travaillé, qu'elle sait pas ce que c'est que les 35 heures, enfin permettez-moi juste de dire que un ministre aujourd'hui travaille bien plus que 35 heures dans une semaine et que pour le coup, si on peut peut-être lui épargner de dire ce genre de bêtises, parce que quand même, mine de rien, un ministre aujourd'hui compte pas ses heures, travaille énormément, est beaucoup présent, a beaucoup de missions, et voilà, je pense que ce qu'on peut pas retirer à un ministre aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement du temps de travail. Je rigolais, je plaisantais en introduction de ce sujet en parlant de Jean-Yves Le Drian qui cumule 2 mandats, bon, même si je pense qu'il a délaissé la Bretagne et qu'il la laisse gérer aux autres tout en restant président. Voilà, un ministre aujourd'hui, un secrétaire d'État, les cabinets auprès des hommes politiques ont un sacré boulot, faut quand même pas leur retirer, et même s'ils n'ont jamais été salariés, ce qui est une chose, on peut pas dire que elle nous sort une loi sur les 35 heures alors qu'elle fout rien de ses journées, quoi. Vous êtes peut-être d'accord avec ça quand même, Alex ? Non. Il faut pas oublier non plus qu'ils sont énormément entourés. Oui. Ces gens-là. Ah, ça c'est certain. On l'a même présenté dans cette émission. Alors, est-ce qu'on doit partir du principe que c'est parce que ça peut fonctionner pour eux aussi. Est-ce que ce qu'on doit juger, c'est le temps qu'ils passent à travailler sur leur sujet ou c'est le résultat ? C'est le résultat et l'intérêt qu'ils y mettent. Ça c'est le vote. Donc je pense que les conseillers ont une part bien trop importante et que du coup, El Khomri, quelle que soit la question qu'on lui pose, ne répondra pas forcément d'un point de vue personnel complet. On l'a bien vu là. Donc voilà, et puis bon, il y a aussi les pièges de... Je sais plus, je crois que c'est elle qui s'était fait piéger chez Bourdin. Chez Bourdin, où il lui demande la durée d'un CDD et qu'elle a jamais su répondre la vraie chose. Alors qu'on leur laisse avoir l'oreillette, ils ont les conseillers dans le bureau, on leur laisse l'oreillette sur les plateaux de télé, et puis ça arrivera plus, ça fera plus le petit jeu médiatique de on va piéger sur le prix de la baguette de pain ou du ticket de métro. Même si c'est important que ces gens-là soient au courant de ça,
c'est une façon de créer de la petite polémique. Valérie Pécresse qui s'était fait piéger sur le ticket de métro lors de la campagne des élections régionales. Sur le ticket de métro. Je suis content de connaître le rapport. Ouais. Précise, Nicolas, s'il te Ticket plaît. C'était un métro de ticket de On Valérie parle de baguettes Pécresse. de pain et de tickets de métro, là. Je commence à me demander où je suis, là. Vincent, même réaction Brigitte Lay, qu'Alex sur cette question. Baguette de pain. Baguette de pain, oui. Donc, 90 centimes, il me semble. 95. Environ. Hein. 1,10 1,10 la C'est tradition. c'est pas un prix réglementé. Hein. Les boulangers ont Je veux encore dire, le droit de. Moi, C'est ça qu'on des aurait gens dû qui ont des faire comme responsabilités comme ça, qui sont censés gouverner notre pays, ça me dérange pas qu'ils connaissent pas le prix d'une baguette de pain, tu vois. Enfin, en soi, ça me dérange pas, moi. Ah non, mais c'est C'est pour montrer qu'ils sont loin des réalités du quotidien quand même. Ah, ça, c'est un autre problème, mais on est loin des réalités dans plein de choses. Hein. Dans l'éducation nationale, par exemple. Je reviendrai une autre semaine. Mais... On en reparlera. Messieurs à droite, enfin, dans le studio. Vous êtes assez d'accord avec ça? Est-ce qu'on est plus sur ce que disent Alex et Vincent, de dire bon, finalement, voilà, ils sont bien entourés, il y a pire que leur vie, ou est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de dire Si, arrête. C'est politiquement correct. Ça commence pas à ou nuancer. est-ce que de l'autre côté vous dites ouais non quand même ils bossent dur quoi. Ils ont un boulot, je te laisse soutenir, j'en ai pour deux phrases. Ils ont un boulot très dur qui est dans la représentation. Dans le travail lui-même, Oui. justement, les conseillers et ceux qui sont à côté d'eux font le travail. Donc voilà, je terminerai là-dessus en disant que finalement, d'ailleurs, même dans le vote, c'est marqué comme ça. Ce sont des représentants. C'est-à-dire que qu'est-ce que la démocratie représentative? C'est ça, le fait de déléguer le pouvoir à des représentants. Et ces les représentants-là techniciens, les pourraient conseillers bosser, sont là. ça va, si on était dans la cité athénienne. Mais là, on n'y est pas. On en est très loin. Et finalement, les conseillers, le pouvoir est toujours caché. Je lis toujours cette phrase de Talleyrand qui était très juste à l'époque. Et voilà, ceux qui bossent ne sont pas ceux qui représentent le pouvoir, mais bien ceux qui travaillent à son pouvoir. Je vous ai Nelson, perdu, hein. Myriam El Khomri ou El Khonri? Ça fait un petit malaise ta blague là. Personnellement, elle est connerie, mais bon. Non, je pense qu'elle a du taf quand même. D'ailleurs, elle a fait voilà une petite. Alors voilà, François Hollande parlait d'incident domestique. Au début, les médias en parlaient d'un malaise. Bon, je sais pas ce qui t'a fait marrer, mais C'est dans le domestique, c'est chaud. Tu imagines en train de passer le balai, de s'évanouir, t'en es morte. C'est pas drôle, Nico, Bon. t'as pas le droit de rire. Baptiste, on t'a laissé tranquille pendant cette séquence. Je voulais savoir, peut-être avoir ton avis sur. On va t'entendre évidemment dans quelques instants sur la partie Oscar, mais sur le droit du travail, voilà, un ministre, toi qui es un spécialiste du grand travail et de la journée passée au taf. Absolument. Oui, au taf, ça. Absolument. Très bien. Je vis là-bas. Oui, tout à fait. Ça marche bien, ça marche bien avec toi. Belle métaphore, Nico. Voilà, donc tu es assez satisfait de ce qui a pu se dire ce soir sur le sujet. Baguette de pain. De ce que j'ai suivi, oui. Le prix d'une baguette de pain? Il en a dit. Ah, pardon, c'était du 90, du 95 par là, du 1,10€ la tradition, il me semble. J'ai suivi plus ou moins, j'ai retenu les mots-clés, Minority Report, Gloobie Boulgage. Baptiste a retenu 90B, bon, on sait pas. Quoi 90E, pardon, 90 €. Je croyais qu'on parlait encore des conneries. Ah oui, voilà. Non, c'est 90A là. Ouais, mais Très, très bien. Merci beaucoup pour cette première partie. On passe tout de suite au réquisitoire. Allez, le réquisitoire. Faut-il brûler Michel Onfray? Marc va nous analyser cet article paru dans l'Express et Oui. peut-être répondre à cette question. Faut-il le brûler? Alors faut-il le brûler? Non. Par contre, l'auteur de cet article, qui n'est ni plus ni moins que Christophe Arbet, qui est Lui-même. le rédacteur en chef de l'Express, finalement, je ne suis pas un grand adepte des tabloïds ou même de la presse générale, quotidienne ou même hebdomadaire. Donc, mais là, il y avait un article sur Onfray, un philosophe que j'aime bien. Bon, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve que son action et ses écrits sont quand même assez cohérents. Et là, on tombe sur un article de l'Express qui est déjà le titre accrocheur pour bien faire vendre, évidemment. Faut-il brûler Michel Onfray? Déjà, voilà, on voit bien la logique de faire vendre et de faire un peu du buzz pour faire vendre. Ce papier qui, finalement, est un brûlot contre Onfray. Et il n'y a pas grand-chose. Alors, je me suis inspiré d'un historien, un survivant des goulags qui disait à l'époque que, finalement, les médias de masse, les masses médias, en règle générale, ça concerne tout, donc la presse, les médias télévisuels et autres. Et il disait, finalement, les médias ont besoin de deux choses, d'une information crédible et immédiate. Alors, crédible, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que derrière une espèce de façon d'exprimer les choses, il y a un discours
crédible, pas cohérent, mais crédible. Il disait bien ça, Solzhenitsyn. Ah, j'ai pas précisé, c'est Alexandre Solzhenitsyn qui est l'auteur de l'Archipel du Goulag, une espèce de 3 tomes immenses qui racontent la vie dans ces camps soviétiques de l'époque. Et finalement, cet article m'a un petit peu dégoûté parce que j'attendais beaucoup plus de la part de Christophe Barbier, qui est quand même régulièrement reçu au plateau de C'est dans l'air, et qui là nous explique que finalement, Onfray n'a rien compris, qu'il n'a pas de pensée, que son analyse géopolitique est très courte, qu'il est l'idiot utile de l'islam, et il n'y a pas dedans de recherche analytique, de prise de position et de débat intelligent. Il introduit son texte, son texte sur le fait que Onfray avait dit, c'est vrai, après le fait que son propos dans la télévision avait été repris par Daesh, en disant il disait ceci, Michel Onfray, en disant que finalement la création du terrorisme était un fait occidental. Je pense qu'il a tout à fait raison. Et là, il débute en disant, et il a été repris par Daesh, et Onfray disait, je retourne travailler dans mon bureau, je ne ferai pas d'apparition médiatique pendant un certain moment. Et là, il va revenir sur les plateaux chez Busnel et faire une conférence qui va être interviewée par des gens du Figaro, et pour 2 livres qui vont sortir. Alors le premier, c'est Le Miroir aux Alouettes, le premier qui va sortir, et le second va être un livre tout à fait polémique, mais qui mérite attention, c'est Penser l'islam. Alors 4 thèmes sont proposés dans la pseudo-explication de Christophe Barbier. Faut-il brûler Michel Onfray? Et il y a 4 thèmes qui sont abordés. Le premier, c'est pourquoi l'islamologue Onfray a tout faux. Le deuxième, c'est pourquoi Onfray attire la sympathie. Le troisième, pourquoi le politologue Onfray s'égare. Et le quatrième, pourquoi le philosophe Onfray échoue. Alors déjà, on se demande finalement où est l'analyse dans ces 4 parties-là. On n'a même pas de débat intelligent. La première chose, c'est que Barbier s'énerve dans le fait que Onfray dise que le terrorisme est une création occidentale. Ce propos est tout à fait valide. Tout le monde a réagi là-dessus, et tout le monde démontre qu'aujourd'hui, en envahissant l'Afghanistan, puis l'Irak, et puis en menant des actions un peu partout, notamment en Libye récemment, on crée ce terrorisme. Parce que vous doutez bien que quand vous bombardez des groupes, même si vous dites bombarder des groupes comme Boko Haram, Daesh, AQMI ou autres, vous n'allez pas bombarder que ce groupe-là, parce que le principe du terrorisme, comme l'a très bien montré Raymond Aron, c'est d'être j'ai plus le terme exact, hyperbolique, voilà. C'est-à-dire qu'il est ici, mais partout à la fois. C'est-à-dire que vous pouvez pas bombarder des terroristes, parce qu'ils sont partout. Alors, il y a des bases terroristes, bien sûr. On voit très bien que Boko Haram, aujourd'hui, en Afrique, au Nigeria, est au nord du Nigeria. On voit bien que AQMI a eu son relais dans la zone la zone sahélienne du nord du Mali. On voit aussi que Daesh a, dans la zone syro-irakienne, une présence véritable, parce qu'il tire ses ressources de là, etc. Donc Onfray propose quelque chose d'assez cohérent, je trouve, et je suis moi un pourfendeur de l'interventionnisme. Je considère qu'on n'a pas à intervenir et à bombarder des populations sous prétexte qu'il y aurait des groupes. Je pense qu'on risque de se manger des actions en retour, ce qui a été le cas avec Charlie, ce qui a été le cas avec le Bataclan le 13 novembre dernier. Donc je pense que l'interventionnisme n'est pas quelque chose à prendre à la légère, et c'est pas en disant au nom des droits de l'homme qu'on va bombarder qu'il va falloir aller bombarder. Il faut se questionner sur les conséquences des causes. C'est-à-dire que vous causez un problème, vous allez forcément vous gérer des conséquences, d'autant que le terrorisme est hyperbolique, donc il est partout. Alors, je rentre même pas dans les détails, mais Barbier explique, il dit finalement, si on suit la logique d'Onfray, il va falloir analyser ça avec l'histoire et remonter très loin pour comprendre que le terrorisme est une création occidentale. Or, il dit finalement, vu qu'aujourd'hui, beaucoup de problèmes ont été créés par la colonisation, par les frontières, par les accords de Sykes-Picot, par la création d'Israël, il fait cette conclusion très bête. Faut-il en conclure que pour Michel Onfray, la première faute occidentale est la création d'Israël? C'est pas ce qu'on demande finalement. La question est de savoir si oui ou non nos bombardements depuis ces 20-30 dernières années ont eu des impacts sur la création de groupuscules terroristes. Et la réalité est celle-ci, c'est que c'est vrai. En plus, en nous alliant avec nos grands alliés, que sont le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui, on le sait, il y a des preuves qui ont été démontrées dans les accords diplomatiques, on le sait très bien que l'Arabie Saoudite et le Qatar financent des groupes terroristes, et on voit bien aussi que dans les printemps arabes, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des armes aux rebelles, et c'est aujourd'hui ces rebelles-là qu'on essaie de combattre parce qu'ils mettent en place un régime dit théocratique ou autre. Donc on voit que nos interventions ne servent absolument à rien, et un chiffre est sorti très récemment, et on ferait le récit en disant nos bombardements ont causé en mort civile 4 millions de personnes. 4 millions de personnes. C'est quand même
assez gigantesques. Vous vous doutez bien que dans ces personnes-là, vu qu'on a encore des actions sur notre pays, on n'a pas déboulonné tous les terroristes qu'on souhaitait viser. Donc ça, c'est la première chose. Donc là, Onfray propose le retrait des troupes françaises, et je trouve ça cohérent. Et finalement, Christophe Barbier n'a pas grand-chose à dire, sinon deux choses. La première, c'est que il dit géopolitiquement ça tient pas parce que en retirant nos troupes, Onfray pense que le Daesh se suffirait de territoire, déjà ce territoire syro-irakien. Or, la logique de Daesh est de créer cette Oumma, cette communauté musulmane qui va à travers les frontières et l'étendre. Moi, je pense qu'il faut être pragmatique et c'est pas en s'engageant là-dedans qu'on va, si ça doit se faire, empêcher ces actions-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est de penser finalement que nos attaques ont un effet retour en ce sens que les gens de Daesh ont une logique. Je me suis un peu égaré en disant ça, mais le propos d'Onfray est très clair. Il dit les gens de Daesh et les soldats de Daesh ont des raisons de tuer un tel ou un tel. Or, Barbier dit non, c'est pas vrai. Finalement, ils tuent ces gens-là juste parce qu'ils sont juifs ou chrétiens. Moi, je pense, comme mon frère l'a écrit bien avant moi, et je ne me mets pas du tout à son échelle, il est bien plus élevé que moi, mais je pense qu'il y a des logiques là-dedans, qui sont des logiques de civilisation et de même de religion. C'est-à-dire que dans tout texte religieux, vous allez trouver le pour et le contre. C'est-à-dire que si dans un texte ou dans une sourate du Coran, ou même dans la Bible, je ne fais pas d'exclusivité coranique, vous allez trouver le pour et le contre. C'est-à-dire qu'on va vous appeler à tuer les infidèles d'un côté, et de l'autre, vous allez avoir des appels à la pacification, à ne tuer nul autre parce que Allah l'a déclaré sacré. Et donc vous avez le pour et le contre. Donc je pense qu'il y a vraiment dans le Coran et dans tous les textes religieux matière à justifier le pire et manière à justifier le meilleur. Comme dans la Bible, aujourd'hui on nous dit que la religion chrétienne est quelque chose de... Il faut accepter son prochain, etc. Ça ne nous a pas empêché, à partir du 11e, 13e siècle avec la réforme grégorienne, d'aller lancer la chasse au Qatar, d'aller lancer les croisades contre les juifs et les musulmans pour récupérer Jérusalem. Ça ne nous a pas empêché d'attaquer les protestants pendant cette grande bataille de la Saint-Barthélemy. Donc, voilà, tout simplement, je pense qu'il y a des logiques internes à Daesh. Le deuxième point, c'est pourquoi l'homme Onfray interdit la Sapati. Alors là, je suis effaré parce qu'il y avait une première partie géopolitique qui se tenait un petit peu, je veux dire, qui était plutôt crédible. Mais la deuxième chose, c'est pourquoi il attire. En gros, il attire parce que son père est ouvrier agricole, qu'il s'est fait tout seul, que sa mère était femme de ménage, que c'est quelqu'un de plutôt sympathique, qu'il a eu Lucien Gerfagnon comme idole. Voilà, on rentre des espèces de psychologisation du peuple français en disant si les gens lisent, c'est parce qu'il est plutôt attirant. Or, on peut avoir le droit de penser, et je trouve que là, Barbier se met sur un piédestal complètement incohérent parce qu'il est en train de nous dire finalement, vous le lisez parce qu'il est sympathique, pas parce qu'il est cohérent ou parce qu'il intéresse. Donc ça, voilà, c'est complètement la psychologisation d'aujourd'hui. Et autant Onfray a dit quelque chose de très juste. Il dit je préfère une idée juste de croyant à une idée fausse d'athée, une bonne analyse de droite à une mauvaise analyse de gauche. Ça, il le dit direct, il le dit déjà dans le traité de la théologie et il le dit aussi dans Politique du rebelle. Donc ça, le troisième point, c'est pourquoi le politologue Onfray s'égare. Barbier nous dit finalement Onfray n'a pas de pensée de gauche parce qu'il reste et parce qu'il est et restera abstentionniste. Mais moi aussi je suis abstentionniste parce qu'aucune des voies qui me sont proposées aujourd'hui me conviennent. Je considère qu'on est inféodé à un pouvoir. Est-ce qu'Onfray d'ailleurs développe? Je considère qu'on est inféodé à un pouvoir qui est bien plus grand et que nos actions individuelles, ou même groupales à tous les citoyens, n'ont aucune portée. Et dans ce cas-là, pourquoi faire le jeu aujourd'hui de ceux qui nous dominent et finalement faussent nos voix? Et Barbier nous dit finalement ça n'a aucun poids parce qu'il n'y a pas de pensée politique, il n'y a pas de combat et ça ne vaut rien. Or, moi je trouve que l'analyse aurait été de questionner pourquoi l'abstentionnisme, pourquoi il y a aujourd'hui une non prise en compte des votes blancs, de l'abstention. Je pense qu'au bout d'un certain vote blanc, justement, ça pousserait les gens à aller voter. Au-delà d'un certain nombre de pourcentage de votes blancs, il faudrait annuler le vote ou faire en sorte qu'on puisse modifier quelque chose. Et là, Barbier nous dit non, c'est n'importe quoi. Donc on voit à quel point il est finalement rentré dans cette logique. Là, c'est le propre, à mon avis, des journalistes qui fonctionnent non pas avec de l'intelligence, mais plutôt à de la bêtise. Et en quatrième point, il conclut sur quelque chose qui m'a... Alors là, je pense, le plus dramatique, c'est pourquoi le philosophe Onfray échoue. Onfray a une analyse très juste. Il est un petit peu dans la veine de Diogène de Sinope, dont il a parlé dans un livre qui s'appelle Cynisme. Et qu'est-ce qu'il dit en fait finalement? Il dit qu'il y a d'un côté les biens et les mauvais. Cette analyse est juste parce qu'aujourd'hui on a le droit, dans la logique un peu de Carl Schmitt ou même de Julian Freud, d'analyser nos amis, nos ennemis. On sait très bien qu'aujourd'hui il y a des gens qui vont aller dans notre sens et d'autres pas. Et aujourd'hui on voit bien qu'il y a des grands groupes qui s'opposent
le Nord et le Sud, et on voit bien que les gens du Nord, je parle des États-Unis, de grandes puissances occidentales, enfin dites occidentales, s'opposent d'une certaine manière à la création, au libre faire des actions du Sud, notamment dans le Moyen-Orient, pour le pétrole, pour l'électricité. Toutes les interventions sont jugées à leur valeur marchande, si vous voulez. Quand on a intervenu au Mali, je vous rappelle qu'à côté, on a le Niger, et qu'est-ce qu'il y a au Niger? Il y a d'énormes sociétés de Bouygues qu'il fallait absolument défendre parce que le Mali, enfin la Zawa de Touareg était limitrophe du Niger. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Barbier conclut en disant: Michel Onfray est le dernier descendant de Jean-Jacques Rousseau, qui était le philosophe le plus lu de son vivant, mais se peignait en persécuté. Finalement, et je terminerai là-dessus, c'est la grande logique des médias d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit souvent Houellebecq, on voit souvent comment ça s'appelle, Finkielkraut, on voit souvent Onfray, on voit toujours ces films, et même d'autres, même BHL, mais limite lui il est vraiment hors piste quand même. On en avait parlé il y a 15 jours. Mais à la limite, Elle est belle. si vous voulez, la logique de Babet, c'est de dire oui, finalement on dit qu'il se sent persécuté, mais à chaque fois on l'invite, on parle de lui, etc. Mais c'est pas le fait d'être reçu qui est important, c'est de savoir si les gens qui nous interviewent ou nous dialoguent avec nous sont d'accord ou ne vont pas tout de suite nous jeter l'opprobre. Et on voit très bien que quand il y a Onfray, ça a été une calamité avec Moix dans On n'est pas couché. Quand il y a Finkielkraut, il est sans cesse attaqué pour diverses raisons, parce que c'est même pas le corps, c'est juste les a priori. C'est-à-dire que finalement Onfray pense ça, mais qu'est-ce que ça peut avoir? Alors du coup, il y a une espèce de pensée unique qui fait qu'on reçoit les gens, mais on sait très bien qu'ils vont se faire taper dessus. Et que la majorité, enfin peut-être pas la majorité, en tout cas la majorité des médias, mais pas la majorité des gens, ne sont pas d'accord avec Onfray, Finkielkraut ou autre. Mais moi j'avais juste au débat, je ne suis pas pour l'un ou pour l'autre, j'avais juste au lieu de dire finalement ils sont reçus partout, donc ils ont raison, non. Ils sont reçus partout parce qu'ils savent que ça va faire le buzz, parce qu'à chaque fois qu'il y a Onfray qui passe quelque part ou Finkielkraut, c'est clash entre machins, clash entre trucs, il n'y a pas de débat finalement. Et voilà, donc je terminerai sur cette phrase d'Alexandre Solzhenitsyn qui disait: la presse peut jouer le rôle d'opinion publique ou la tromper. Et je laisse analyser cette phrase. Eh ben, je sais pas s'ils vont l'analyser, mais je sais qu'Alex et Vincent ont lu l'article. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse que fait Marc de cet article de Christophe Barbier, donc sur Michel Onfray? Alors complètement. T'as quasiment tout dit. Je rebondirais même plus. Tu sais, tu parlais de buzz. Les médias aiment parler d'Onfray, aiment l'inviter pour faire du buzz. Là, ça sort quand? On va le revoir, Onfray, le 17 mars. On est quoi, le 3 mars? Il y a déjà un article, bon. Oui, voilà. déjà, oui. C'est comme la loi El Khomri, finalement. On la commande déjà avant que ça sorte. C'est ça. Donc, non, mais il dit que voilà, c'est juste pour faire le buzz, et au final, il essaie de faire un buzz. Faut-il brûler Michel Onfray? Tu veux faire un buzz, quoi, en une en plus. Bon, voilà. C'est tout, je voulais juste rajouter ça. Sinon, C'est parfait. Je suis d'accord avec toi. Très intéressant, effectivement, Nico. Alex, pardon. Même. Les raisons pour lesquelles Barbier dit que Onfray attire la sympathie, je trouve que c'est justement les raisons pour lesquelles il est attaqué très souvent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va présenter un avis, qui va présenter une analyse, et qui va le faire dans un cadre épicurien, hédoniste, parce qu'il est dans cette envie du plaisir, dans cette envie du partage, du débat. Et donc c'est contrairement à un Finkielkraut qui va crier un grand taisez-vous absolument magnifique à chaque fois qu'il va pas être content, Onfray va quand même rester posé et du coup va caler son propos sur ce qu'il a en face de lui et le faire de façon le plus respectueuse possible et de façon la plus intelligente possible, la plus intelligible possible. Et si on a une personne en face de lui qui veut pas faire l'effort de le comprendre et qui veut simplement le descendre et générer un débat, un buzz, parce que par exemple je doute pas du tout de la sincérité de Ruquier quand il dit qu'il invite que des gens dans ses émissions qu'il apprécie de base. C'est pour ça qu'il n'invite pas Marine Le Pen par exemple. Mais il sait quand même que ça va générer quelque chose derrière. Donc voilà, il faut pas oublier que Onfray est un amoureux du plaisir et qu'il va réfléchir par ce biais-là. Il va pas être dans le conflit violent, il va pas être dans la violence, il va souvent prôner justement la pacification, la non-intervention et tout ce qui peut être respectueux du plaisir et de l'humain en général. Eh ben, très bien, ce que je vous propose après cette analyse de l'article de l'Express, on a bien compris que vous n'étiez pas du même avis que Christophe Barbier, ou en tout cas que ce qu'il avait écrit ne satisfaisait pas forcément lorsqu'on connaît Michel Onfray. Eh bien, je vous propose tout de suite... Juste un petit truc, Oui, mine de rien, Nelson. grâce à son article, regarde. Ouais. Un bouquin, 2 bouquins de vendus. Ouais.
Et des centaines, et des centaines après notre Et des émission, milliers d'autres. évidemment. C'est ça. On se retrouve tout de suite pour le coup de projecteur, c'est dans quelques instants. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Et nous voici de retour pour le coup de projecteur, les Oscars 2016. Alors là, c'est la partie où Baptiste rentre en scène. J'imagine, mon cher Baptiste, que tu as, que tu t'es tenu informé de cette cérémonie. On en avait parlé il y a quelques semaines avant qu'elle ait lieu, puisqu'il y avait une polémique. Vincent et Alex y réagiront peut-être d'ici quelques instants, puisqu'ils n'étaient pas là lors de la précédente émission où vous aviez pu vous dialoguer. Voilà, les Oscars. Il y a eu aussi, je le signale au passage, les Césars le week-end dernier, mais il me semble avoir compris que ça vous intéressait beaucoup moins. Moi, je sais pas pourquoi. Superbe cérémonie. Il y a quand même des choses à dire. Hein, il y a quand même des choses à dire. Eh ben, on en dira. Messieurs, c'est à vous. Peut-être commencer par Baptiste. Honneur à celui qui a le moins parlé durant les 2 premières parties de cette émission. Bah voilà, que penser de ce résultat sur les Oscars, sur les différentes choses? Quels enseignements en tirer, Baptiste? Le racisme, c'est mal. Non. Non, ça va, c'était des Oscars, c'était pas très frustrant. Je suis resté bloqué, moi, il y a quelques années. C'était quand exactement les Oscars où il y avait eu Gravity? C'était il y a 3 ans. 2-3 ans, Oui, comme ça c'était... 13, 2 ans. Il y a 2 ans? Moi, Ouais, il y a 2 ans. je sais que j'ai vu Gravity il y a pas longtemps, je sais que ça a été horrible. Ouais, je sais pas, j'ai tapé une crise cette nuit-là. J'ai tapé une crise, c'était horrible. Non, mais y a rien de plus honteux qu'un film qui vole tous les Oscars sur des trucs. C'est pas mérité. Bon, on sait que les Oscars, c'est en soi, c'est pas spécialement mérité, mais là c'était honteux. Non, cette année, c'était relativement satisfaisant. Ça va, les films étaient variés. Il y avait pas trop de. Non, mais il y avait pas trop d'imposteurs dans les films, dans les gros blockbusters, surtout qui sont sortis, dans ceux qui ont été sélectionnés. Jusque-là, ça va. Moi, autour de la polémique, ça s'est bien passé. Ça s'est passé en douceur. À vrai dire, c'est même passé, mais c'est... C'est-à-dire, ils en avaient rien à foutre. Mais tellement. Rappelons l'objet de la polémique je vais quand même. rappeler la polémique. Voilà. Voilà, donc, alors, la polémique, c'était quoi? C'était qu'il n'y avait aucun nominé noir. Aucun nommé. Pardon. Voilà. Dans les nommés, personne, aucun noir. Voilà. C'était ça, et donc ça gueulait, les communautés gueulaient. Beaucoup d'acteurs, dont, on rappelle, on va dire, le réalisateur Spike Lee, Jada Pinkett Smith et son mari Will Smith, et d'autres. Il me semble qu'il y avait même Michael Moore qui participait dans le truc, hein, et il s'ennuyait. Et apparemment, eux donc ont boycotté, ce qui est dommage, parce que Spike Lee a eu un prix d'honneur, voilà, un Oscar d'honneur. L'Oscar symbolique, et il boudait, il est pas venu le chercher, c'est dommage. Mais non, à part ça, c'est vraiment la polémique, mais personne n'a parlé, à part uniquement l'hôte de la soirée, Chris Rock, oui, non, mais Chris Rock, donc humoriste américain, noir américain, très très bon, donc il base surtout son humour sur beaucoup de blagues communautaires, à faire la différence entre effectivement les noirs, les blancs, et d'autres trucs, hein, bien sûr, hein, tels que le rap et autres. Et non, je suis très très fan de Chris Rock, ce qui fait que ça m'a fait beaucoup marrer. Bon, après, au bout d'un moment, au bout d'une heure, c'est vrai que les blagues, au bout d'une heure, à l'entendre dire que... De toute façon, au bout d'une heure dans une cérémonie, il n'y a plus rien qui peut passer, même les blagues. Non, mais même, c'est-à-dire, une heure de blagues sur le fait qu'il n'y ait pas de noir qui a été nommé, au bout d'un moment, c'est relou. Ça restait marrant, mais le sujet était chiant. En fait. Le sujet était un peu épuisé au bout d'un moment, en fait, en soi. Mais non, sinon, c'était une bonne nuit d'Oscar. Alex, Vincent, et puis ensuite on laissera la parole à Nelson. Non, comme si j'ai un truc. Alors Nelson réagit. Je sais que ça allait faire réagir, on en a parlé rapidement. C'est notre émission, on a le droit de parler, Nelson. Ça va. Pas trop la polémique. Non, la polémique, bon, j'ai pas grand chose à dire, on en a parlé. Nos avis, on les connaît. Mais c'était par rapport à ce que tu disais sur les imposteurs. J'ai trouvé quand même qu'il y a pas mal de films qui avaient été étudiés spécialement pour gagner un Oscar. Mais c'est un tous peu... les ans, c'est la pêche aux Oscars. Tu sais qu'il y aura 2-3 films non, mais évidemment. avec plein de un gros casting. Ah, par exemple, Spotlight. Genre évidemment. Spotlight et The Big Short. Non, mais tu vas me laisser finir, tu m'emmerdes. On m'a dit que je parlais pas assez, ça. C'est bon. Messieurs, c'est beau s'appeler politiquement incorrect, on respecte
le... C'est Ta ça, gueule. non, mais attends. Sur Je les, coupe ton micro. Merde. sur les nommés des meilleurs films, bah t'avais Spotlight, t'avais The Revenant, t'avais Big Short, t'avais Le Pont des Espions, et honnêtement, sur tous ceux que j'ai nommés, les trois, c'était quand même étudié pour un Oscar. Je trouve ça un peu... c'est une pratique que je trouve un peu... Est-ce que c'est vraiment Voilà, ça, rendre service au cinéma, plutôt que de faire de la performance pour la performance? Est-ce que faire des films sincères, c'est pas passer au second plan réellement? C'est une question que j'ai trouvée un peu... Si, voilà. Mais si, non, mais est-ce que c'est quelque chose que veulent défendre les Oscars, tu vois, au Si, final? mais il n'y a plus trop de façon de films vraiment genre artistes. Enfin, Pas artistique, mais des films j'aime pas dire, sincères. j'ai horreur de dire ça en plus. J'ai du mal à le dire. Mais oui, de films genre pour l'amour du cinéma. T'en as plus trop qui sont là et qui sont malgré tout représentés aux Oscars. Il y en a, évidemment, il y en a, Oui. mais représentés aux De Oscars, toute pas, façon, aux Oscars, beaucoup moins, beaucoup Oscars, moins. c'est de plus en plus de façon le copinage. Tu sais très bien que t'as le film de machin. Ça, pour la fin, Alors Alex. Alors, il s'est dit beaucoup de choses et j'ai beaucoup de choses à dire, ça tombe bien. Ah bah voilà. Alors, pour la polémique d'abord, je suis assez d'accord sur la surexploitation qui a été faite de Chris Rock pour les blagues et C'était pour attendu, on par rapport au savait. sujet. C'était attendu, mais ça a un peu noyé du coup le sujet. Au final, le sujet a été décrédibilisé par le fait de l'avoir matraqué tout au long de la cérémonie. Alors que ça commence bien, quand il parle des White People Choice Awards, il aurait pu se cantonner à ça, il aurait pu se cantonner à un monologue d'entrée, et ensuite passer à d'autres sujets, pourquoi pas avec des petits clins d'œil. Sauf que là, ça ne s'est concentré que sur ça. On avait l'impression qu'il essayait de défendre l'institution des Oscars, en rappelant quand même qu'il y avait des problèmes. Ensuite, pour le côté artistique, alors contrairement au César, par exemple, où on a quand même un style français surprésent, surreprésenté. Alors c'est bien, le cinéma français peut générer des bons films, mais il faut faire preuve d'une certaine diversité. Et aux Oscars, malgré ce problème de diversité qu'on a sur le plan humain, sur le plan des personnes impliquées sur les films, on a une vraie diversité dans la programmation et dans le choix des nommés. Moi, je pense clairement que The Revenant fait partie des seuls vrais films d'auteur qu'on a eu, en tout cas dans les nommés aux meilleurs films. Parce qu'il se dégage justement des canons habituels, comme Spotlight par contre ne le fait pas. The Revenant, donc oui, est un film d'auteur et de réalisateur. Il y a un vrai travail sur ce film de profondeur, alors qui est pas forcément bien représenté à l'image, mais en tout cas, il y a un vrai travail, une vraie profondeur, il y a un vrai choix de narration, il y a un vrai choix de mise en scène avec beaucoup de plans séquences, beaucoup d'utilisation de la technique à bon escient à mon avis, contrairement à Gravity par exemple, où on était vraiment dans l'emballement technologique et du coup tout le monde a suivi là-dedans. Puis qu'est-ce qu'on se fait chier pendant Gravity? Alors, ça dépend, il y a des moments où... Je suis pas d'accord Non, non plus. je confirme. Non, Il méritait peut-être pas Dieu. autant, mais c'est sûr que comme un... Oui, Merde. mais non. Bon allez, je t'ai interrompu, excuse-moi. Donc voilà, il y avait des bons films cette année. Alors il y en avait qui étaient un peu sous-estimés, comme Ex Machina, qui a quand même réussi à tirer un peu sa part du gâteau en remportant le meilleur effet spéciaux, alors que c'était le plus petit budget de la cérémonie, et qui se retrouvait face à des Star Wars, des Mad Max. Enfin voilà, donc les petits films pouvaient sortir du lot. Mais il y a quand même des choix très particuliers sur Spotlight par exemple où c'est vraiment un film à Oscar, c'est vraiment un film qui fait des choix de film à Oscar où on reste dans une mise en scène très simpliste avec un scénario bien adapté. Enfin, adapté, ça dépend ce qu'on entend, parce que les Américains n'ont même pas la même notion que nous de ce qu'est une adaptation de scénario. Pour eux, ça vient forcément d'une œuvre, alors que pour nous, une histoire vraie peut être dans la catégorie scénario adapté. Spotlight, donc, qui a gagné l'Oscar du meilleur film, je pense très simplement que c'est le sujet qui a été défendu. Quand on met Spotlight face à Mad Max ou face à The Revenant, forcément que si on est dans un État américain qui est beaucoup basé sur les sujets, qui est beaucoup basé sur les polémiques qui entourent les cérémonies, on va plutôt privilégier un film qui parle de la pédophilie et qui parle d'enquêteurs qui vont dénoncer la pédophilie plutôt que de parler d'un film où on fait des courses de voiture dans le désert. Alors que les courses en voiture dans le désert, c'est vachement mieux. Mais bon. Non mais je parle pas du thème hein, justement, je parle du film. C'est toujours ce problème qu'on a de critiquer des films avec des thèmes fragiles. C'est que à partir du moment où on va critiquer ce film, on va nous dire non mais ça veut dire que tu respectes pas tel sujet. Non, ça veut juste dire que ce film est mauvais. C'est pas son thème que je suis en train de critiquer. Donc voilà. Et Spotlight gagne un peu en tant que très grand outsider.
Et ça fait un petit peu de peine quand on voit tout ce qui a pu entourer cette cérémonie et cette liste de nommés. Parce qu'il y avait une vraie diversité et il y avait une possibilité de faire quelque chose de mieux. C'est ça en fait, ça laisse un goût de pas terminer. Il y avait moyen de faire quelque chose de mieux avec cette cérémonie, que ce soit dans le fond, dans la forme et dans le choix des films récompensés. Nelson, d'accord Oui, avec non, ce qu'il a dit oui, globalement, je suis d'accord. Enfin, quand je dis qu'il y a des films qui sont étudiés pour les Oscars, je suis dur, hein, je reconnais, mais c'est pour donner une idée forte. Après, pour en revenir à The Revenant, j'ai beaucoup aimé le film. Concrètement, j'ai bien aimé, Baptiste pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait des vraies intentions de réalisation. Le moment où il se pose, je trouvais que c'était bien fait. Ça représentait ce que voulait dire le film, ce qu'essayait de transmettre le film, c'était réussi. On rappelle peut-être quand même, grosso modo, le synopsis de ce film. The Revenant ? Oui. Ouais, en gros, c'est une bande de trappeurs qui récoltent des pots dans le nord, enfin dans l'Alaska, je crois. C'est ça, ils sont en Alaska. Il fait froid, il y a de la neige et tout, et en fait, ils se font attaquer par des Indiens, et puis il y a quelques rares survivants, et puis en fait, Leonardo DiCaprio se fait attaquer par un ours pendant qu'ils sont en train de s'enfuir, et puis du coup, on le laisse dans un coin parce que sinon ils pourront pas fuir assez vite, et on le laisse pour mort en fait. En gros, et lui, il essaie de se venger parce que son fils a été tué par un des trappeurs qui lui en voulait. Du film. Oui, alors spoiler. Et alors, c'était Spoiler. Bon spoiler. Tu mettras spoiler. Hein. D'accord. Voilà. Il a évité. Il est laissé pour mort et il Non, veut bah attends, survivre. mais ça on le sait dans la bande-annonce de toute façon. Non, mais tu sais juste qu'il est laissé pour mort et qu'il veut revenir. Ah, tu sais c'est pas vrai. pourquoi après. Oh si, tu le T'as sais. spoilé quand le même. film, je suis Mais désolé. bon, je Alors m'en Baptiste, pourquoi tu l'aimes pas ce film fous. Ah non, mais c'est pas fini. Ah bah, Parce que je voulais finir par un truc qui explique. Ce qui m'a gêné avec ce film, c'est qu'il y a une surenchère des plans séquences et ils sont bien faits, mais ils sont très voyants. C'est ce qui m'avait déjà beaucoup gêné avec Birdman l'année dernière, c'est que pour moi, un plan séquence, ça doit vraiment servir à la narration et pas être vu. Les plans séquences qui sont les mieux faits, c'est ceux qui sont pas vus. Et là, franchement, je trouvais que ça se voyait vraiment. Regardez comme je fais bien de la mise en scène, comment je fais bien pivoter à la caméra. Alors, c'est bien, on voit tout et tout. Je trouvais que c'était un peu putassier de la part de Inarritu. Il y avait quand même des plans séquences qui servaient l'action aussi. Ça sert Non, l'action, mais dans ça se voyait un peu l'action, trop. plan Je séquence, suis plus ou moins désolé, écrit, si c'est bien mais fait. une bataille comme. Enfin, ouais, attention, peut-être spoiler, je ne sais pas. Quand ils sont attaqués par les Indiens au début du film, je veux dire, cette scène elle est géniale, quoi, quand ils vont vers le bateau. Oui, C'est extraordinaire. elle non, est mais- géniale, mais mais- l'utilisation d'un plan séquence, Bah, est-ce tu qu'elle était compares si ça justifiée que ça avec une scène d'action d'un film comme, je sais pas, Avengers, où ça n'arrête pas de couper dans tous les sens, tu sais Mais là, plus tu où parles t'es. de scènes d'action. Et je Sauf parle- que je parle lui, de- s'il te fait des plans séquences de 10 minutes sur un mec qui marche dans la neige, Non, mais là, c'était pas le, ça sert c'était pas le cas. propos. Non, non, Là, c'était pas le cas. Il y en a des plans séquences. Ah non. mais- Non, vraiment pas. Mais je trouvais que c'était pas si justifié que ça et qu'il a un peu fait son virtuose. Bon, je comprends qu'il ait envie de le faire. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu gros. Encore une fois, je suis très dur parce que c'était très bien fait et tout. Ça servait d'une certaine manière à l'action. Je pense à Oldboy, son plan séquence dans le couloir où il se bat contre 40 gars. Un des meilleurs plans séquences des 10-15 Ah oui, dernières non, mais années. même de tous les temps. Moi, je le mets dans le top 5. Ouais. Mais Old Boy de Spike Lee était énorme. ta gueule. Non, mais j'ai trouvé que ça n'avait pas spécialement de raison d'être. C'était un peu une façon de poser sa bite sur la table exclusivement. Messieurs, je vous rappelle que Pour ma les mère Oscars. écoute l'émission. Hein. De mettre sa bobine sur la table. Non, mais après, c'est vrai qu'Inarritu, alors ça fait partie, malgré tout, des tics de cinéma de chaque réalisateur. Ça fait un peu partie d'un peu leur style. De toute façon, même pendant les Oscars, quand ils ont fait meilleur réalisateur, t'as Inarritu qui est dans son petit siège de réal, et il le dit. Moi, je fais des plans séquences, j'aime pas quand il y a des cuts. Il l'explique, en plus, il le dit bien à la caméra. Il explique bien que lui, c'est son style à lui. Il aime bien faire des longs plans séquences, que c'est réaliste, il aime bien quand il y a de la chorégraphie, et qu'on voit bien le truc de A à Z. Après, si c'est abusé, après peut-être qu'il utilise un petit peu trop cette technique aussi. C'est même pas ça, c'est que abuse un peu. c'est très voyant surtout. Ça manque de sobriété. C'est vraiment ce qui m'a gêné. Effectivement, il aime bien ça. Bah, tu sens que c'est là pour être là, quoi. Tu sens que Je trouve que c'est un Allez, peu messieurs. gratuit. On a bien compris vos points de vue sur le plan séquence. Alex, un petit mot. Pour conclure sur le plan séquence, justement, le plan séquence c'est considéré comme le Graal des réalisateurs. Quand on est en école de cinéma, on nous le dit clairement, si vous vous attaquez au plan séquence, Accrochez-vous. voilà, accrochez-vous. Faites-le bien parce que sinon vous vous ferez déchirer. Et faut pas oublier que quand on regarde un film, il y a des gens qui ont le recul, mais en vrai 90% des gens ne le remarquent même pas qu'il y a un plan séquence. Les gens ne font pas attention à ça. Donc si on a un recul sur le film, forcément oui, on va le percevoir, le plan séquence, et on connaît Inarritu, donc on sait que Birdman est un plan séquence quasiment constant avec quelques triches. Enfin, quelques triches,
tout est relatif. Mais voilà, il faut pas oublier ce recul entre le spectateur qui va simplement vouloir profiter du film et le spectateur qui va profiter du film et en plus comprendre ce que le réa a utilisé comme arme de mise en scène pour pouvoir faire passer son propos. Nelson, on parlait de ce palmarès avec pour le moment les films, on va parler après peut-être de ceux qui, enfin notamment de DiCaprio, mais sur les films, est-ce que tu partages cet avis d'Alex et de Vincent? Je pense que c'est le même sur le film qui a gagné. Vous avez le même avis sur ce film qui a gagné, qui était finalement j'ai perdu le mot, qui était un challenger et qui a remporté face notamment à The Revenant et d'autres films qui étaient peut-être plus... Oui, attendu. Je suis globalement d'accord. C'est vrai que Spotlight, je l'ai vu, j'ai bien aimé, il n'y a pas de souci, mais ça méritait pas spécialement un Oscar. Mais moi, j'ai trouvé que cette année, vraiment, il n'y avait pas de films qui m'ont marqué à point d'avoir un Oscar réellement. Après, bon, c'est circonstances. Moi, si j'avais été dans le jury, j'aurais voté Mad Max, mais évidemment, c'était pas dans le truc. Maintenant, dans la sélection, si j'avais dû voter, j'aurais sans doute voté The Revenant, malgré tout. Parce que, pour parler de Big Short, qui, je rappelle rapidement, en fait, ça parle de la crise économique de 2008, comment ça a été découvert, etc., etc. Là, j'ai vraiment senti qu'ils avaient voulu faire un film exprès pour ça, avec des petites coquetteries de mise en scène un peu sympathiques. J'ai trouvé que c'était un peu le Loup de Wall Street, mais du pauvre, tu vois, Avec plus d'acteurs connus. avec plus d'acteurs connus. Et bon, au final, je me suis dit, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ouais, c'est sympa, mais putain, le mec cherche les Oscars et ça se voit beaucoup trop. Et moi, c'est le genre de truc qui me dérange. J'aime bien le cinéma, j'aime bien quand il est plus sincère que ça, si tu veux, et ouais, à la fois plus simple. Baptiste? Pour revenir sur le coup le côté, le sujet du film qui a fait qu'au final, c'est ce qui a permis de gagner l'Oscar du meilleur film. Malgré tout, on n'a pas eu le... Oui. Malgré tout, il me semble que 12 Years a Slave n'a pas eu l'Oscar du meilleur film. Si. Ah bon? Bah, il me semble, hein. On a fait Birdman, Gravity... Je ne m'en rappelle plus, sincèrement, je m'en Il rappelle me semble que plus. 12 Years a Slave avait... Tu peux regarder, Nico, s'il te plaît. Je sais plus. Parce que c'est vrai qu'à Si ça l'époque... tombait cette année, c'était en tout cas, c'était la crise pour eux. Non, mais il me semble qu'il avait eu une récompense. Ils avaient eu il des avait eu récompenses. des hein. récompenses. Mais peut-être toi, meilleur Meilleur film, réal... je suis pas sûr. Quoique non. C'est quoi la question? 12 Years a Slave, meilleur film. Meilleure adaptation. Oscar. À la T'écris limite, ça c'est comme meilleure un- adaptation. Ouais. 12. C'est un bouquin à la base. Et il y avait eu, je crois, Lupita Nyong'o qui avait eu, non? Et Ça se devait Meilleure dire. Il y avait eu un actrice, prix pour, il y avait eu un prix d'acteur. Supporting aussi sur le actor, un truc comme ça. Peut-être pour lui. film. Ouais, c'est possible. Mais j'ai plus le. Je me souviens qu'à Non, parce l'époque, que l'année je m'étais posé dernière, la même c'était question, J.K. mais Simmons. ça était beaucoup plus présent, cette question-là. C'est faire un film sur un gros sujet qui est l'esclavage. Et au final, on récompensait. Il l'a eu Il l'a eu. Ouais, voilà. Attends, Donc, Meilleur film. on récompensait au final plus le. Ouais, bah, du coup, le non, sujet, ça confirme bien en fait. Ouais, on récompensait plus le sujet que réellement le film qui était somme toute extrêmement classique. En même temps, là, c'était l'Oscar de la White Guilt. Hein. Le concept, voilà, c'est la culpabilité des blancs. Aux États-Unis, là-bas, il y en a plein. Ils aiment bien exploiter ça. Et là, Chris Rock était venu, mais lui, c'est le mec, c'est dans ce genre-là, c'est un marchand de tapis. Le mec, il vient. Forcément, le mec, tu le fous dans une polémique où il y a une histoire avec des blacks. Oh là là, oh là. Le mec, il a un filon pour la soirée. Mais bon, c'est vrai qu'effectivement, il a un peu trop exploité le truc au bout d'un moment. C'est pas que ça te tombait trop, mais c'est Non, mais vraiment, ça- tu te dis, t'es à court de culpabilité. Au bout d'un Ça a moment, noyé ça le rend- sujet. Ça a un peu trop noyé le sujet au Ouais, final. et puis ça a rendu ridicule le truc. Au bout d'un moment, les vannes, ça perdait le sérieux, quoi. Sachant qu'un DiCaprio, on va y revenir peut-être Ouais, plus tard. bah, mais- justement. Ah bah voilà, transition du coup. Parfait. Un DiCaprio, quand il fait son discours de remerciement, on peut s'attendre à ce qu'il parle du sujet dont tout le monde parle, qui est la lutte contre les discriminations à l'intérieur d'Hollywood et dans un sens plus général. Sauf que lui, il a choisi son thème, il a choisi le climat, Le réchauffement climatique, oui. qui est un sujet qui a été longuement répété plusieurs fois dans différentes cérémonies, dans différents cadres. C'est quelque chose qu'on entend depuis très longtemps. Mais il a quand même choisi de parler de ça, et je trouve qu'il y avait ça a mis en valeur son sujet. C'est parce que la polémique autour a été noyée dans les vannes de Chris Rock et dans le fait qu'on en ait énormément parlé pendant la cérémonie et que quasiment tous les magnétos reviennent à ça. Le petit discours sur le climat dans le discours de remerciement de DiCaprio a été assez efficace. Et
c'était courageux. Je trouve que ça a été assez courageux de sa part de choisir de faire ça. En plus, il le faisait aussi vis-à-vis de. Il était venu. Alors, je sais plus pour quelle raison. De l'acteur indien. Oui, voilà, il était venu accompagné d'un des acteurs du film. Alors, peut-être petit clin d'œil à Marlon Brando qui un jour avait envoyé une indienne d'Amérique chercher un prix d'interprétation pour défendre sa cause. Mais voilà, je trouve que du coup, le choix de défendre le climat et le changement climatique de la part de DiCaprio était assez intéressant à ce moment-là et assez courageux au final, dans un cadre qui était plutôt particulier et plutôt hostile à toute autre forme de polémique que celle qui était la principale. C'est un mec très engagé, surtout DiCaprio. Quand j'ai vu son discours de remerciement, je suis allé sur son Twitter, et le mec en fait il fait que ça. Il fait que ça, parler des réchauffements climatiques et tout ce qui est environnement, le mec est fan. Le mec est extrêmement fan. Non, il est pas fan, il est engagé. Hashtag COP21. Hashtag global warming. Mais non, mais c'était cool. Franchement, en plus, ultra modeste, le mec. Alors justement, sur le choix de Leonardo DiCaprio, c'est un choix que tu valides? C'est compliqué. Moi, Léo, si tu veux, ça fait des années que j'ai envie qu'il ait l'Oscar, parce que non, ça devient triste. Le mec, s'il l'avait pas cette année, il rentrait chez lui et il se pétait les veines. Il prenait un bon bain chaud et c'était bonne nuit après. Mais là, il l'a eu. Après, bon, The Revenant. En fait, ce que j'ai peur, c'est que s'il l'avait pas eu, c'était quoi le prochain film? Jusqu'où il va aller pour l'avoir? Parce que le mec, tu regardes ses films, c'est de pire en pire, hein, quand même. Je pense pas qu'il va s'arrêter avec son Oscar. Tu crois qu'il va passer? Non, parce que là, je me dis, bon, il a son Oscar, il fait des comédies maintenant. C'est bon, le mec, il est posé, il a son... Il va aller faire des séries. Voilà, tu le vois tranquillement en train de faire des films un peu comme De Niro maintenant, mais c'est bizarre. Il est un peu jeune encore. Un peu jeune, tu vois. Oh, il va bien vieillir, lui. On verra. sens bien. DiCaprio, il fait que bien vieillir. Là, j'attends le prochain film qu'il fera avec Kate Winslet. Hein. Tu regardes les deux, non mais les deux, ils sont encore en train de se kiffer, en fait, hein, surtout. Avec gros moment sur le tapis rouge où ils ont mais au ils sont protocole, tout le ils ont temps leur petit moment. Quand il reçu le prix, Ouais. un gros canard. En même temps, elle l'a eu la première, l'autre. Allez, s'il te plaît. Vas-y. Non, mais c'était un bon truc. Après, il y a eu quelques surprises aussi, hein, comme Arrêtou dans la soirée. Eh ben vas-y. Surprises autres que parle-nous-en. les... Non, mais autres que les récompenses. Bah, vas-y. Si, enfin, quoi que les récompenses. Comme je disais avec Nelson, Ennio Morricone, son premier Oscar de sa vie pour un film de Tarantino. Enfin, moi je me suis dit, bon, il a eu effectivement un Oscar d'honneur en 2006. Vu comme je l'ai vu cette année pour ses remerciements, en 2006, finalement, ils ont bien fait les donner parce que le mec était à deux doigts de canner quand même. Dans le doute, il a ils plus lui de ont filé un 80 ans, Oscar. quand même, hein. Dans le doute, il a eu l'Oscar d'honneur. Après, il a été surpris de savoir pour John Williams, grand compositeur, mais 45 nominations. 50, je crois. Non, j'ai regardé tout à l'heure. Ok, 45. autant pour moi. 45. 45, c'est pas mal. Aux Oscars, hein, juste. Ouais. Juste aux Oscars. 45 nominations aux Oscars. Ça fait 45 ans qu'il est là. Quoi. Que tous les ans, il est invité. Juste pour ça. Bon, pour rappeler qui c'est John Williams, c'est le mec qui a quand même fait les musiques de Star Wars. Mais est-ce qu'il obtient le César, l'Oscar, il est pardon, nominé, chaque il est fois, juste ou- là, le mec. Il s'en fout, il est là. D'accord. Oh, il a quand même un certain nombre d'Oscars. Il le en a- mec, Oui, il doit j'imagine être que con, sur 45 fois. Il en a eu 5 ou 6. Ouais, c'est pas mal déjà. Pour revenir rapidement sur DiCaprio, un tout petit sentiment d'amertume justement, oui, parce que ça fait longtemps qu'on veut qu'il ait cet Oscar et que je trouve ça presque dommage Qu'il l'ait pour qu'il l'ait pour celui-ci. Sachant qu'en plus on va le voir de moins en moins, DiCaprio, c'est le genre d'acteur qui a des profils à la Daniel Day-Lewis par exemple, voilà, où il travaille ses rôles sur 4-5 ans. À partir du moment où il sait qu'il va jouer ce rôle-là et il se met dans son personnage sur 4-5 ans. Donc DiCaprio, on va le voir de moins en moins. Donc à la limite, c'est peut-être une des bonnes raisons pour lui donner cet Oscar maintenant. Mais d'un autre côté, voilà, une certaine amertume parce que ça faisait longtemps qu'il aurait dû l'avoir cet Oscar et que du coup, ça nous donne presque l'impression que c'est parce qu'il y a eu un emballement médiatique autour et que ça a poussé sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'il a eu son Oscar du coup. Qu'est-ce qui se serait passé s'il l'avait pas? L'année dernière, déjà, c'était bien la crise quand il l'a pas eu aussi. Hein. C'était il y a 2 ans. Mais ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu Mais le dis. temps Mais, passe vite. en l'occurrence, moi je pense que DiCaprio aurait dû l'avoir il y a 2 ans pour le Loup de Wall Street. Non, c'était il y a 2 ans. L'année dernière, il a rien fait. Non, il était pas là l'année dernière. C'était il y a 2 ans, le Loup de Wall Street, il s'est fait piquer par Matthew McConaughey. Ouais, Pour, et j'ai Dallas trouvé. Buyers Club. Ouais, alors que je l'ai vu, j'ai pas trouvé. Il était très bien, hein, mais j'ai pas trouvé aussi bon que DiCaprio. En l'occurrence, il aurait vraiment mérité cet Oscar à ce moment-là. Même dans The Revenant, il est pas aussi bon au final DiCaprio. Par contre, ouais, c'est vrai que je suis un peu. Mardi, vérité. C'était pas sa meilleure performance donc sur The Revenant. En l'occurrence, je fais une petite parabole. En l'occurrence, Tom Hardy
lui était beaucoup plus convaincant dans son rôle, parce que pour moi, l'acteur de l'année réellement, c'est Tom Hardy. Tout ce qu'il a fait, je trouvais que vraiment il était... il envoyait du... Surtout que là, il est en train de promouvoir sa série qui va sortir en 2017, là. Ouais. Une série... ouais. Et pour finir, ouais, je pensais une petite pensée pour le mec qui a gagné, je crois, l'Oscar du meilleur acteur l'année dernière. J'ai oublié son prénom, il a joué dans Danny Girl. Lui, je me méfie de ce mec-là parce que je trouve que lui, pareil, c'est ouais, je vais faire que des rôles un peu chelous comme ça, j'aurai les Oscars à chaque fois. Là, s'il n'y avait pas eu, dans la logique des choses, ça aurait Oui, dû être lui, évidemment. parce que, Et je trouve que ça, il commence à y avoir une espèce de schéma type pour choper les Oscars. Je me souviens d'un il y a prof. des rôles à Oscar. Ah, exactement. Je me souviens d'un prof de Cinoche à moi qui expliquait que si on voulait gagner une palme d'or à Cannes, il fallait commencer son film sans musique. Tu sais, t'as des espèces de trucs types comme ça. Tu vois. Et là, je sens cette espèce de gala. En plus, ces films, je trouve que... Je pense à Une brève histoire du temps, là. C'était ça le nom du film. Ouais, sur Stephen King. Je trouvais que... Stephen King, t'es sûr? Stephen Hawking. Ah, pardon. J'ai entendu Stephen King, je me suis dit, tiens. Je trouve que, en plus, ce film-là était extrêmement malveillant vis-à-vis de Stephen Hawking, dans la mesure où on ne parlait pas de ce qu'il fait, mais de sa maladie et comment il surmontait sa maladie. Je trouvais ça extrêmement réducteur. Donc je me méfie de ce mec-là. Je suis pas sûr que l'Académie des Oscars puisse continuer à réagir comme ça. Je pense que là, ce qui s'est passé, il y a eu un des effets de la polémique qui a été de rajeunir un peu le jury des Oscars. T'es au courant, non? Parce que je te vois un peu dubitatif. Non, pas du tout, je t'écoute. Ok, d'accord. Je pense qu'ils vont quand même devoir à un certain moment réévaluer leurs critères d'une certaine manière, pas complètement parce que bon, ça reste intéressant, mais il y a quelque chose ça devient un peu, on connaît les codes maintenant, on peut jouer avec, si tu, enfin on connaît les codes. Après, faut pas nier non plus qu'il a été très bon dans The Danish Girl, tu vois. C'est pas ce que je dis. Après, c'est vrai qu'il y a des rôles qui sont faits pour avoir des récompenses, comme il y a des films qui sont faits, par exemple Mad Max, il est fait pour avoir des récompenses techniques, quoi. Oui, mais après, est-ce qu'il a été fait pour les avoir? J'espère pas. Non, mais Mad Max, ça se sent que non, pense parce pas. que le mec, ça faisait, je sais plus, il a commencé à écrire en 2003. George Miller, ouais. Le mec, ça fait longtemps qu'il voulait faire son truc. Hein. Oui, mais c'est vrai que je trouve que là, on commence à tomber dans quelque chose qui moi, personnellement, me déplaît réellement. Et, au final, excuse-moi, justement, ça aurait dû être Eddie Redmayne qui aurait dû l'avoir cette année. Pour ce rôle qu'il a fait, premier transsexuel opéré de l'histoire. Ouais, non, justement, je trouve pas, tu vois. Je trouvais ça facile, tu vois. Enfin, nous, on a longtemps hésité quand même. On s'est dit ça va être lui, quoi. Et au final, non. Hésiter en réfléchissant à qui les Oscars, à qui l'Oscar allait donner. Et après, c'est vrai que tout cet engouement médiatique autour de Leonardo DiCaprio a fait que. Mais en soi, quand tu regardes la performance des deux films, juste ces deux films-là, c'était peut-être Eddie Redmayne. Je suis pas convaincu. On est biaisé parce qu'on se dit, est-ce qu'au final, si deux acteurs, après comment tu veux quantifier vraiment l'actif de quelqu'un? Mais ça, c'est le problème de mettre des récompenses. Ça, oui, c'est le problème de mettre des récompenses. Attention. Si tu dis deux personnes qui ont un niveau d'acteur, on va dire équivalent, mais après, après tu vas juger sur quoi? Sur le rôle. Il y en a un qui arrive à faire le. Après, il faudrait juger sur des films, sur des catégories de films, tu vois. Des catégories de rôles. Ce qui se fait dans les Emmy Awards, par exemple. Il faut pas oublier que les Oscars, comme les Césars, c'est le métier qui vote. Et le métier fait aussi des choix en fonction des affinités, en fonction des Léo, t'es mon copain, je t'envoie ma voix. C'est du copinage. Voilà, c'est un vrai gros copinage. Si on veut pas de copinage, on ne garde que le Festival de Cannes et d'autres festivals indépendants à côté. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est plus un argument, à partir du moment où on a son Oscar, ça va plus être un argument marketing pour pouvoir ressortir le film, pour pouvoir apposer le logo Oscar sur la jaquette du DVD ou sur la jaquette du Blu-ray. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a derrière? On a aussi les producteurs qui sont derrière et qui vont faire une tournée de presque toute l'année aux États-Unis en particulier, pour pouvoir défendre leur film. C'est pour ça qu'un film comme The Artist, par exemple, est primé. C'est parce qu'on a les Weinstein Brothers qui sont derrière et qui en plus sont là avec un sujet qui concerne le cinéma américain, avec la petite pointe de français qu'ils aiment bien, parce que pour nous, soit on chante du Edith Piaf, soit on a une moustache. Voilà, donc là ça tombait bien, on avait une moustache. Et on avait un petit chien en plus. Il y avait juste tout le monde de français quasiment. Entre Michel Zanavicius, Jean Dujardin et l'autre là. Il y avait John Goodman quand même.
avait John Goodman et puis Ouais, non, mais voilà. Le fermier de Babe. Cet homme De George incroyable. Miller. Ce mec incroyable. Alors je pensais plutôt à Malcolm McDowell de Orange Mécanique Oh, aussi putain, qui fait c'est vrai. un Pardon. petit Lui, faut plus apparition. en parler, il fait des films de série B. Non, mais il est très cool dans les films de Oui. série B, vraiment. Je voudrais juste, avant, on va terminer bientôt cette émission, qu'on parle aussi peut-être de la meilleure actrice. Complètement justifié. C'était qui Alors, Brie Larson. C'est Brie Larson dans Pour le rôle Rome. de Ma dans Rome, oui. Alors ça, c'est partie de ceux que j'ai pas vus, Faut mais... absolument que tu le vois. Ah Ouais. voilà, alors voilà, ça y est, les rôles féminins, on s'en fout, on a été à la télé. Non, c'est juste qu'il est pas passé dans les cinémas dans lesquels j'ai la carte, donc... D'accord. Ah, le film, je pensais que tu parlais de l'actrice. Ah non. Par Oui. contre, second rôle... comment Alicia ça s'appelle Vikander. Extrêmement justifié Oh oui. pour Ex Machina, qui était un excellent film. Alors elle l'a Ouais, pas eu c'est- pour Ex Machina. Mais Ex Machina, il Sans essaie de le vendre à déconner. tout le monde ce film. Elle l'a eu pour The Personne Danger. veut le Elle l'a eu mettre. pour The Danish Girl. Ah oui, c'est vrai. Putain. Ouais, bah, en tout cas pour Ex Machina, elle le méritait aussi. Ex Machina, c'était excellent. Mais c'est une future grande, Alicia Ah ouais. Vikander. Ouais. Alors après, est-ce qu'elle passera le cap des 50 ans? Parce qu'on dit souvent qu'à part Meryl Streep, personne tourne au-delà de 50 ans à Hollywood. Charles Trampling. Hollywood. j'ai dit. Ah, pardon. En Et, Europe, c'est pas pareil. Et non voilà, donc Alicia Vikander, très grand espoir du cinéma, même international, je pense. Alors quand je parle à Nelson et Baptiste la semaine dernière, je crois, de cette émission sur les Oscars, je crois qu'à un moment je suis là-dessus, je parle de César, et là ils me regardent, pas les Césars et tout. Pourquoi est-ce qu'on a, pourquoi est-ce qu'on a cette, durant le même week-end, on a les Oscars, les Césars d'abord et les Oscars ensuite, et on n'a pas du tout, voilà, c'est encore le truc français, on a l'impression que c'est le truc, le petit frère quoi, mais vraiment, enfin non, le petit-fils même, j'ai l'impression des fois à côté des Oscars. Alors, il y a un truc, enfin, ça c'est plus personnel que réellement médiatique, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça, c'est que les Césars sont estampillés films d'auteur français. Sachant que dans un monde de plus en plus axé sur la pop culture, réellement, les films d'auteurs français ne sont pas dans cette mouvance-là. En France, on a beaucoup de retard. Je pense par rapport déjà aux États-Unis, mais aussi par rapport au cinéma mexicain, espagnol, tout ça, qui investissent réellement de plus en plus dans le film de genre et dans le film par exemple d'horreur, de trucs comme ça, enfin le film de genre très généralement. Et en fait, c'est des films qui sont bannis un petit peu de ces festivals-là. Et c'est des films justement qui sont populaires, c'est de la pop culture, ils ont beau être très bons. Et c'est des choses qui du coup ne nous sont pas réellement destinées en tant que peuple, si tu veux. Enfin, c'est très vulgaire ce que je dis en tant que peuple, mais il y a quelque chose comme ça, si tu veux. C'est des films, si tu ne lis pas Gilles Deleuze et André Bazin, c'est des films que tu ne comprendras pas. C'est un peu... c'est pas vrai. Mais c'est quand même une image qui est très imprégnée de ces festivals-là. C'est pour ça que quand on nous parle la même semaine des Oscars et des Césars, bah les Césars, honnêtement, tu dis... je m'en fous, tu vois, surtout que les films qui sont diffusés, c'est des films que tu vas pas voir facilement, même s'ils sont très intéressants aussi. C'est Alors Baptiste et ensuite Encore Alex. une fois, j'extrapole. Désolé. Alors, pour revenir effectivement sur le débat qu'on avait eu il y a quelques, je sais plus quand, sur les films de riches ou les films de pauvres, mais c'est exactement ça. Moi, franchement, je trouve que les Césars, tu te rends compte, en fait, c'est un genre de concentré, genre de snobisme du cinéma français, genre de hipsterisme, en fait. C'est vraiment, c'est genre... Tu sens que le cinéma français, il est fermé sur lui-même. On refuse absolument de se moderniser. C'est vrai. Ça. C'est vrai que comme je disais à Alex, mais genre voilà, genre ouais, le film français, le César pour la meilleure scène de repas, ouais. Tu sais, parce que t'as toujours les mêmes codes dans les films français, de genre le meilleur twist, la meilleure révélation de maladie, ouais. Le meilleur coming out, wouh. Meilleure crise familiale, Le meilleur couple à vacances en trois famille. Non, mais c'est toujours ça, les films français, c'est soit... le meilleur couple à 3 souvent. Ah, ouais. Mais oui, mais On c'est nous dit, Oh, ça marche bien, ça. j'ai fait école de cinéma et on nous a dit si vous voulez des financements CNC, Triangle faites amoureux. des films sur les triangles amoureux, vous aurez votre financement. En C'est gros, ça. c'était ça. Mais ton film français, de toute façon, les films français, tu te rends compte, c'est ça, c'est toi, soit c'est Les bandes de un copains groupe aussi. d'amis qui part en vacances Ouais, en c'est été, il y a une embrouille, il y a une révélation, quelqu'un trompe quelqu'un, c'est la crise, ils s'engueulent, il y a un mec qui a un accident et à la fin tout le monde est content, ou genre c'est un peu neutre. Les petits mouchoirs. Ouais, genre les petits mouchoirs, mais même tous les autres films au final. Non, mais là, Genre tu Barbecue et vas- compagnie, c'est- hein, tu mets tous les autres films de vacances.
C'est que ça. Juste par rapport à l'absence des films qui pourraient plaire à la pop culture, ou en tout cas qui rendraient hommage à la pop culture, ou qui seraient plus abordables sur un plan général. Il faut aussi savoir que la production de films en France coûte très très cher, et donc on va privilégier le film d'auteur, d'abord parce qu'il y a un héritage nouvelle vague, et que par exemple le CNC a un héritage très prononcé, les cahiers du cinéma, les réalisateurs de la nouvelle vague, etc. Et le problème, c'est qu'on va souvent pénaliser un film qui a été tourné à l'étranger pour des raisons de budget, qui aura peut-être un sujet légèrement plus original, un peu plus osé, mais vu qu'il a délocalisé par manque de moyens, par exemple c'est ce qui arrive à Johannes Farr en ce moment. Johannes Farr veut faire un film de monstre. C'est quasiment sûr que ça marchera, parce que c'est Johannes Farr, que quasiment tout ce qu'il fait des entrées, que ce soit Le Chat du Rabbin en adaptation de BD, que ce soit Gainsbourg, il a une patte. Mais là, vu qu'on va toucher à quelque chose d'un peu plus surnaturel, un peu plus fiction, on le laisse pas faire, et donc du coup il va aller tourner son film en Angleterre. Et alors peut-être que Johannes Farr, s'il fait son film, il sera nommé au César, mais beaucoup de jeunes réalisateurs qui ont des nouvelles envies, des envies qui s'inspirent un petit peu du cinéma asiatique, du cinéma américain, vont être pénalisés parce qu'ils ont délocalisé leur tournage et que ça ne plaît pas à l'industrie du cinéma français. Je suis pas sûr que ce soit qu'une question de. C'est pas que ça. location. C'est pas que ça, mais il faut pas oublier ça. Il faut pas oublier ça. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans une prochaine émission, mais là, pour l'heure, c'est le moment de nous quitter, car nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir, merci à nos débatteurs, merci Vincent, merci Alex, merci Baptiste, merci Marc et merci Nelson. Merci. Vous avez vu un sans faute dans les prénoms. Oh là là, c'est la première fois que ça m'arrive. On salue bien sûr tous nos auditeurs et nos habitués de l'émission qui nous suivent régulièrement, et peut-être des retours très rapidement. On devrait avoir Hugo qui la semaine prochaine devrait nous parler de cette, non pas de la réforme El Khomri, mais du travail en Corée. On aura certainement Raphaël aussi qui viendra nous voir. Donc voilà, on salue tout le monde. Et Olivia qui ne pouvait pas être là cette semaine. Paraît-il qu'elle a un concert et que c'est plus intéressant que de nous voir. J'avais dit que je le dirais pas. Bon bah très bien. Eh ben elle est pas là. Elle va écouter. Vous pouvez retrouver l'ensemble des programmes de Radio Rec sur notre site internet radio-rec.fr. On reprécise peut-être le site pour vous trouver, messieurs. Trouvez votre boîte de production, mkj-production, c'est ça .fr. www. Il y en a combien? Il y en a 3. .mkjproduction.fr. Et bien voilà, on encourage bien sûr nos auditeurs à aller voir ce que vous faites, car c'est très intéressant. Qu'on puisse embaucher un jour. Voilà, c'est ça. Et licencier. Et licencier. On a envie de licencier. Donnez-nous du travail, s'il vous plaît. Rien que pour le kiff, je licencie, ça me fait plaisir. Mon premier licenciement, ça y est. Hashtag El Khomri. Je taperai le cigare. Et puis vous pouvez réagir bien sûr, poser vos questions, participer sur les réseaux sociaux, on vous y attend nombreux. À bientôt, bonsoir, bisous. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube.